Aujourd'hui, on reçoit Arthur Aubeuf, entrepreneur et cofondateur de Time for the Planet. Arthur, tu as décidé de prendre à bras-le-corps un problème colossal, c'est l'urgence climatique. Et tu t'es associé sur ce projet qui s'appelle Time for the Planet. On va en reparler un peu dans l'épisode. Et c'est ça Time for the Planet en fait. C'est mettre en lien des innovations scientifiques, donc les détecter, les trouver, avec des entrepreneurs qui sont capables de les déployer dans notre quotidien, de leur trouver un modèle économique, donc pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que ça rentre dans notre quotidien et que ça crée de la force de travail de manière bienveillante, de manière fonctionnelle, pour avoir un vrai impact. Le meilleur compliment, c'était une onomatopée, quoi, limite. Hey. Il y a des gens qui patrouillent sur les campus la nuit pour voir qu'il y a des gens qui ne fassent pas ça, justement. Et donc, jusqu'à ce que ces mecs-là nous courent après, on avait fait la moitié du campus. Comme heureusement on était en STAPS, on courait plutôt vite, et donc ils nous ont pas rattrapés. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui a décidé de passer un peu de temps pour vous parler de la planète. C'est Seb de Somolto.fr et Wesset de wessetjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on reçoit Arthur Aubeuf, entrepreneur et cofondateur de Time for the Planet. Si vous ne connaissez pas encore Time for the Planet, vous inquiétez pas, on va bien en parler dans cet épisode. Vous allez voir, c'est un projet absolument démentiel. Et Arthur, tu as une fibre entrepreneuriale depuis tout jeune, puisque tu as commencé à l'âge de 17 ans en créant des communautés en ligne pendant tes études, des communautés qui ont totalisé plus de 10 millions d'abonnés après plusieurs années d'activité. Et certaines sont même devenues des marques et des médias au travers d'applications et de sites internet. Tu es passionné par le web, par les communautés. Tu as commencé à t'intéresser au monde du marketing d'influence et de la promesse que tu nous fais, c'est finalement utiliser le digital pour créer des valeurs dans le monde physique. Donc voilà, après ce parcours, Arthur, tu as décidé de prendre à bras-le-corps un problème colossal, c'est l'urgence climatique. Et tu t'es associé sur ce projet qui s'appelle Time for the Planet. On va en reparler un peu dans l'épisode. Salut Arthur et bienvenue sur Systemator. Salut les gars, merci de me recevoir. Donc là, on a annoncé du lourd. Tu nous as dit que tu avais des pépites à nous raconter, donc on a hâte de commencer l'épisode. Mais avant tout, on a un petit moment religieux, Arthur. Wesley, je te laisse faire la messe. Et oui, avant Time for the Planet, ce sera Time for the Stars. Le temps des étoiles, les étoiles que vous pouvez nous mettre sur Apple Podcast ou toute autre plateforme. Mais je crois qu'il n'y a que sur Apple Podcast qu'on peut vraiment mettre des avis comme ça pour aider Systemator à monter dans les charts. On continue notre lente progression, lente mais certaine, après maintenant bientôt 1 an de lancement. Donc merci d'être avec nous et une bonne manière de nous aider, c'est de mettre un avis et d'interagir avec nous évidemment. Et de partager ce podcast, évidemment. Merci Arthur aussi. Exactement. En parler à vos amis, les podcasts c'est très contagieux, donc si vous avez des amis qui écoutent des podcasts, t'écoutes pas Systemator encore, ça peut t'intéresser, voilà. Complètement. Ça peut passer nickel. On va reparler, je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre là-dessus, Arthur. Mais avant tout, générique. Alors Arthur, on va peut-être commencer par parler de toi et ton parcours. Et tu as fait pas mal d'applications, notamment déjà, qui ont été téléchargées des millions de fois. Alors il y a Nuit sans folie, Rap Punchline, Kinky, pas mal de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous commencer peut-être par nous parler un peu de toi? Ouais, avec plaisir. Écoute, moi je suis né dans un village de 200 habitants, à la frontière du Jura, dans l'Ain. Donc, je viens pas vraiment du monde digital, comme tu peux le constater. À l'origine, tout était adressé pour que je fasse du ski dans ma vie, parce que là où j'étais, il y avait que ça en fait. Donc, tous les jours, c'était ski de fond précisément. Et donc, je me suis rapidement orienté vers une fac de sport. Je suis allé à la fac de sport de Lyon, qui était la plus proche de là où j'habitais. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu es en fac de sport, tu as 6 mois et demi de vacances par an. Donc c'est la planque totale, hein. Je le dis pour ceux qui savent pas quoi faire après le bac. N'hésitez pas à aller en fac de sport. Et quand tu as 6 mois et demi de vacances par an, tu t'en doutes, tu t'ennuies un peu. Donc moi, j'ai toujours été un peu dans la bidouille. J'ai toujours voulu inventer des choses. Tu vois, j'étais le seul mec dans la cour de récré qui était fan de Professeur Tournesol. Et du coup, j'ai commencé à développer un peu des idées que j'avais en tête. Alors j'ai enchaîné les échecs en essayant des marques de vêtements, des produits grand public. J'ai même essayé de faire un porte-manteau interactif. Enfin voilà, j'avais une vie rythmée.
Et un jour, je me suis retrouvé un peu sur les réseaux sociaux parce que ça arrivait, Facebook commençait à prendre pas mal d'ampleur et j'ai commencé à avoir envie de faire des communautés. Et du coup, j'ai créé mes premières communautés qui étaient des échecs totals, quand j'étais, dans mes premières années de fac de sport. Et puis un jour, il y a eu un truc qui s'appelle les Spotted. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, les gars? Oui, oui, oui. Moi, Voilà, j'étais à c'était la fac un Lyon 3 et je me souviens de cette histoire, ouais. voilà, bah, c'était un concept où, il fallait, partager anonymement un petit message à quelqu'un de son campus. Ça pouvait être un petit message romantique, ça pouvait être une petite blague et en fait, on ciblait quelqu'un, mais comme on l'envoyait à la page, elle repartageait le message de manière anonyme et ça permettait d'avoir un petit truc marrant, les gens se reconnaissaient, voilà, ça interagissait. Et moi, en fait, je me suis retrouvé avec le Spotted de l'université de Lyon 1, donc l'ADOA. Et il y avait, je sais plus, peut-être 2000 likes, quoi. Donc pour moi, c'était la folie, quoi. 2000 likes, c'était l'orgie totale. J'étais complètement excité à l'idée d'avoir ce truc-là, je me rappelle. Et j'ai commencé un peu à comprendre comment fonctionnait l'algorithme de Facebook à ce moment-là. Et ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, putain, ouais, ce truc-là, je me sens bien à faire des communautés. Je sentais que j'avais envie de parler aux gens, j'avais envie de rassembler du monde. Je savais pas trop comment. Et du coup, bah, j'ai enchaîné un petit peu là-dessus. Euh, Quand le phénomène des spots s'est un peu estompé, un peu essoufflé, parce que c'était un truc qui marchait un peu partout, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je suis parti de cette même idée, je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir un spot-it qui soit national, qui puisse rassembler tout le monde. Donc en gardant ce principe de j'envoie des messages dont j'ai un peu honte, que j'ose pas trop communiquer, pour que la page les repartage de manière anonyme. Et je me suis dit: «Il nous faut un sujet qui rassemble les gens» et là, ben, ça a été, assez instantané. Je me suis dit: «Bah, le cul, ça rassemble vachement bien ça, depuis toujours, donc on va partir sur une valeur sûre et on va faire un Spotted, dédié au sexe». Voilà, donc concept un peu barré. Je crée ça avec 2 potes et un de mes potes a l'idée brillante, merci à toi Jules, je lui fais un big up, de l'appeler «Nuit de merde» pour, surfer sur VDM. Donc Hmm. à l'époque, nous, on se dit: «Ce truc-là, c'est un dinosaure, et les mecs, ils sont morts, quoi. Enfin, ça sert à rien de s'embêter avec ça. Il doit pas y avoir de marque. Enfin, bref. Et on sort ce petit nuit de merde. Donc, moi, à l'époque, j'étais maître nageur parce que je faisais ça l'été, comme tout bon stapsien. Et donc, je poste quelques anecdotes à la con qui étaient arrivées à mes amis. Il y avait 200 likes sur la page. Bon, bah voilà, c'est ce qui se passe pendant une semaine. Il y a toujours 200 likes. On poste les trucs de nos potes. On commence à arriver à bout de souffle. Et un jour, je rentre du boulot et il y a 1000 abonnés sur la page. Et je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, je vois qu'il y a une anecdote qui est un peu partie en live. Et je me marre, je me dis, putain, 1000 abonnés, qu'on a pris 800 abonnés comme ça pour une anecdote. Et je vois qu'on en a reçu quelques-unes. Donc pareil, je les trouve sympas, j'en poste. Je rentre le lendemain et on a 10 000 abonnés. Et là, je me dis, waouh, il se passe un truc, je vais me concentrer un peu là quand même. On va voir ce qu'on peut faire, on va faire des stickers, des posters, je sais pas. Et donc, on poste encore des anecdotes qui étaient arrivées. Et quand je suis sur ma chaise de maître nageur, mon portable n'arrête pas de sonner toute la journée. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu dû laisser crever des gens, hein. Ah bah là, je laissais crever tout le monde, hein, il y a eu 14 noyés ce jour-là. Et donc, quand je rentre le soir et que je regarde la page, il y a 100 000 abonnés. Et là, moi, j'ai jamais vécu ça, donc c'est complètement incroyable. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Tous mes potes m'écrivent, ils me disent, attends, mais mec, c'est ton truc là qui est en train de partir en live comme ça. Je vois des Mais alors, gens. du coup, donc tu passes en combien de temps là de tes juste pour 200 likes à 100 000? Bah là, on a rajouté 2 jours, les gars. 48 heures. Non, Ah c'était ouais, vraiment incroyable. Et attendez, parce que c'est pas fini. Donc le viral, hein. truc est en train de s'enflammer totalement. Je me dis, mais putain, c'est un délire. Et je vois que VDM, les fameux, m'ont écrit. Et donc, je me retrouve en appel avec eux. Et les mecs me disent, bah, ça te dirait qu'on fasse un partenariat. Et nous, on n'a pas de On te branche. rachète. Alors non, pas encore. Mais, tu vois, moi, je connaissais absolument rien. Mais tu verras, il y a plein d'anecdotes croustillantes où je suis tellement abruti, j'aurais pu vendre des trucs, mais pas calibré argent. Le mec vient de son village de Pecno. Impossible pour lui d'avoir l'idée de vendre, hein. Donc du coup, moi, tu vois, je suis un gamin. Enfin, à cette époque, je crois que je viens de fêter mes 18 ans, quoi. Et donc du coup, je me dis, bon, bah, écoute, les mecs me proposent un partenariat et je leur dis non. Tu vois, je sors les pecs et je dis non, c'est gentil les gars, moi je vais faire ma vie, quoi. Un site qui a genre 5 millions de visiteurs uniques par jour, le mec se permet. Et donc du coup, le surlendemain, donc là carrément je laisse mourir tout le monde, hein, il n'y a aucun problème, parce que la page elle explose, mais totalement. Je crois qu'on était monté à 270 000 likes, donc on a pris 170 000 likes en un jour. C'était vraiment un buzz, un vrai buzz, comme j'en ai rarement revécu depuis. Et je partais pisser et je revenais, il y avait 2000 abonnés de plus, quoi, pour vous donner un peu la notion du truc. Et Et le c'était mec pisse plus vite que son ombre, hein.
Et pourtant, je pisse vite. Donc du coup, c'était assez incroyable et j'étais complètement, je sais pas, c'est comme si tu étais tombé dans un saladier de coke, cette sensation. Je vous assure, Ah ouais, 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 Ouais. j'imagine, ouais. c'est inhumain. Enfin, vraiment, c'est un truc, c'est fou. Et donc, du coup, je me rappelle qu'on avait un reach sur la page. Donc, la portée de notre page à la semaine, c'était 26 millions de personnes. Donc, juste pour vous dire, à l'époque, Facebook, c'était très, très, très ouvert. Quand vous aviez un ami qui likait un post, tout le monde Mmh. pouvait voir ce truc-là. Donc, c'était Ouais. fou. Sachant que nous, on 26 avait du 000 000, ça like à fait la fond. moitié quasiment de la France, hein. C'est un Bah, truc de c'était ouf. pas loin. Ouais. Non, mais c'était complètement Ouais. fou. Hein. Après, on avait la Belgique, on avait la Ouais. francophonie en global. C'est Bon, vrai qu'on oublie un peu cette partie de Facebook là, des temps anciens, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, tu fais une page, personne te voit, quoi. c'est clair. Mais avant, c'était un truc de fou parce qu'en fait, tu voyais, donc tu avais plein de micro-pages, tu avais même des sites qui référençaient des micro-pages, tu avais juste le titre des pages et tu avais un bouton like, tu les enchaînais. Et c'était Mmh, des mmh. trucs, C'est Ouais, ouais. je sais pas si tu te souviens Bah, de ça un peu moi, d'Arthur. j'en avais créé une, moi, justement. J'ai pas envie de voler la vedette à Arthur, et je le ferai pas de toute façon, mais j'avais créé une page qui se nommait «Avez-vous des questions?» entre guillemets, «Ouais, on peut se barrer». Parce qu'en fait, quand tu sais, les profs vous posent cette question ou dans un Ah oui. amphithéâtre: «Est-ce que vous avez des questions?» Ce que tu as envie de répondre, c'est: «Bah ouais, est-ce qu'on peut partir maintenant, quoi?» Et cette page, tout con, tu vois, le truc, elle avait pris, je crois que j'étais monté à 200 000, je sais plus si c'était 100 000 ou 120 000 ou 200 000, mais C'était dingue. Ouais. c'était dingue. Mais par contre, après, l'engagement était quand même faible. J'ai jamais réussi à en faire quoi que ce soit. J'ai juste revendu quelques centaines d'euros. Mais voilà, j'avais à peu près, je pense, Non, 20 mais piges c'était à une l'époque. époque, tu créais une page, tu l'appelais Soleil et tu avais 2 millions de j'aime en 3 semaines. C'est Ouais, vrai que c'était c'est ça, c'est n'importe ça. quoi. Les gens cherchaient, tiens, qu'est-ce que je vais liker aujourd'hui? Soleil, tiens. Oui, voilà, c'était des likes, mais qui n'étaient pas du tout J'aime bien le qualifiés, quoi. soleil. Ça n'a aucun sens. Puis un jour, Mais on en s'est tout cas, rendu voilà. compte qu'on avait un fil d'actualité complètement explosé par de la merde Mm. dans tous les sens et ça nous a Ils ont fait tous un gros calmés. boulot de nettoyage, hein, Facebook là-dessus. Ah, il y a eu un énorme boulot, ouais. On a tendance à oublier un peu cette période parce que c'est tellement loin finalement. Mais ouais. Donc, je te laisse reprendre un peu le fil de ton histoire. Avec plaisir. Bon, du coup, moi, j'ai mis un vent à VDM 2 jours Alors, avant et là, je suis à petite question 260. là-dessus. Ouais. Est-ce que tu le referais aujourd'hui si il se passait la même chose avec l'expérience que tu as, VDEV vient te voir aujourd'hui, il te propose ça, tu leur dis oui ou non? Je pense qu'il faut leur dire oui, mais je pense que j'aurais pas eu le discernement nécessaire pour que le deal soit fair pour moi et que je me retrouve pas emprisonné. Mais par contre, je pense que c'était une connerie quand même de leur dire non. Même si je me suis débrouillé, vous allez voir dans la suite de l'histoire pour passer à travers les mailles du filet. Mais je pense si un jeune à qui il arrive quelque chose du même type reçoit une proposition d'un gros, c'est pas mal quand même d'y aller en essayant de garder un maximum d'autonomie, un maximum d'indépendance, ce qui est le plus dur. Mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et pas sur son ego et le fait de dire Mm. non, je vais y arriver Ouais. tout seul. Ok, trop bien. Donc voilà, je me retrouve avec mes 270 000 abonnés qui montent à une vitesse de fou. Euh, je fais une petite projection, je me rends compte que je vais avoir 1 million d'abonnés à la fin de la semaine, quoi. Donc, et comme j'ai aucune notion de ce que ça veut dire, je suis complètement perdu. Je me dis bon bah c'est cool, quoi. Tu vois, à un moment tu te rends même plus compte en fait. Et Ouais. pourtant Il y a j'avais assez peu de précédents en plus parce que, bah, tu vois, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, on en parlait un peu en off avant, mais tu as pas mal de YouTubeurs qui ont tapé le million d'abonnés ou autres aujourd'hui. Enfin, pas mal, il y en a assez peu en soi, mais il y en a ouais, quand quand même, même, hein, ouais. surtout côté US. Donc tu te dis, bon, c'est possible, c'est quelque chose réalisable. Mais à l'époque, sur Facebook, ouais, 1 million de likes, ça doit faire tourner la tête, quoi. Tu Bah, peux pas trop surtout. savoir quelle sauce tu vas te manger, quoi. Ouais, c'est clair, et surtout avec un concept même, parce que c'était pas soleil ou été, quoi. Tu vois, il y avait un vrai concept et il y avait vraiment de l'interaction, on recevait beaucoup, beaucoup de choses. Je sais plus combien d'anecdotes de cul foirés on recevait par jour, les gars, mais je pense qu'on connaissait mieux la sexualité des Français que n'importe quel sexologue en 3 jours. Hein. Mm. C'était un scandale. Enfin bon, du coup, on est à 270 000 likes et là, boum, tout s'arrête. Et on reçoit un message de Facebook, votre page sera supprimée dans 14 jours. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est les amis, les collègues de VDM qui avaient réussi à saisir, je sais pas comment Facebook, pour parasitage, ils avaient carrément fait une petite OP juridique et je pense que Facebook s'était dit, bon, on va pas s'emmerder avec un mec qui a une bite qui bande pas en logo et on va supprimer sa page et voilà quoi. Du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc là, petite larme qui coule de mes yeux quand même. Donc on était trois, hein. J'avais deux potes qui faisaient avec moi, qui géraient le truc. Et moi, qui suis de nature optimiste, je dis, bah, c'est quoi, on les emmerde, on va recréer une page et ça va le faire. Ce qui était quand même vraiment ambitieux parce que, enfin, les mecs, ils allaient vraiment péter un câble. Ce qui a été le cas d'ailleurs, vous allez voir. Et donc,
mes potes flippent un peu et me disent écoute mec, moi j'avais pas trop prévu de faire de ma vie, de parler de cul toute ma vie sur les réseaux sociaux. Du coup, à la limite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas y aller tout seul, hein, petits enculés. Et donc, du coup, bah, je me retrouve à recommencer et je me dis, je vais les narguer un peu, je vais faire nuit sans folie, tu vois, je vais garder un peu quand même de la structure, mais j'ai bien regardé pour pas être réprimandable et j'ai fait un truc un peu différent. Et Nuit donc, sans du coup, folie, mais dans ta vie, tu as mis de la folie, hein. et dans ma vie, par contre, Nuit sans folie m'a mis beaucoup de folie, ça c'est vrai. Bon, du coup, ce genre de jeu de mots à 3 sur 10, là, je sais pas si on continue, mais en tout cas, voilà, je recrée cette page, et donc, pareil, je repars, ouais, et voilà, quoi, les bas-fonds du bordel. Et là, j'ai une autre idée, je me dis, comment je peux faire connaître un truc? J'avais entendu parler souvent du street marketing. Moi, je suis sur un campus où il y a, je sais pas, il y a 40 000 étudiants, je pense, à la Doua. On est au moment des partiels, on est au moment où il y a vraiment un maximum de gens qui se baladent sur le campus en quête d'un tout petit peu de fun dans leur vie. Et donc, je prends deux potes à moi, on va de nuit sur le campus et on tag des énormes pouces bleus fluo avec à la suite NSF en rose fluo. Mais c'était gros, hein, je pense que ça faisait 1 mètre de long par 70 cm de haut, quoi, donc vous voyez un peu le truc. Et on se met à taguer partout, partout, partout. Donc on fait une moitié de campus, on en a tagué, je sais pas, 70, je pense, jusqu'à ce que on savait pas hein, qu'il y avait des mecs qui patrouillaient sur les campus, donc je vous le dis, voilà. Il y a des gens qui patrouillent sur les campus la nuit pour voir qu'il y a des gens qui ne fassent pas ça, justement. Et donc jusqu'à ce que ces mecs-là nous courent après, on avait fait la moitié du campus. Comme heureusement on était en STAPS, on courait plutôt vite, et donc ils nous ont pas rattrapés. Et, euh, et le lendemain, boum, ça part de ouf. Mais genre, ça repart en mode 1000 abonnés. Alors, c'est pas la même croissance, mais ça part 1000 abonnés le lendemain, 5000 le surlendemain. Et les gens font vite le lien parce qu'en fait, il y avait un bouche à oreille tellement gigantesque sur Nuit de merde que les gens se disent ah putain, ça a été supprimé, mais il y a un nouveau truc qui est ressorti et c'est Nuit sans folie. Et Le donc, garde à vue était rentable du coup. oh, c'était hyper rentable. Les coups de taser ont marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le deuxième coup de chance que j'ai eu, donc bon, ça c'était une petite OP de street marketing un peu non conventionnelle, on va dire, mais qui a fait son petit effet. Et le deuxième coup de chance que j'ai eu, qui était incroyable, c'est que juste après les partiels, il y a les vacances, et en fait, il y a des mecs qui tournaient une énorme vidéo de BMX qui était prévue depuis des mois, un gros truc. Alors je ne saurais même pas la retrouver, il faudrait que je demande à mon pote, il l'avait trouvé tout de suite. Et en fait, ces mecs-là avaient prévu de tourner 50 plans dans le campus. Et en fait, tous les plans, il y avait un putain de like NSF dessus, quoi. Et la vidéo a fait pas mal de vues. Et du coup, ça a dû me ramener 20 000 abonnés, cette merde, quoi. Énorme. Ouais, c'est assez ouf. Et surtout, le truc de like NSF, on était tellement des forceurs. Je me rappelle, sur les passages piétons, sur chaque bande, on mettait un truc. Tu pouvais pas, c'était stroboscopique. Les mecs, ils étaient fous, quoi. Ils arrivaient, ils allaient en cours, à la fin, ils disaient, bon, merde, c'est quoi ça, NSF, les gars? Et du coup, on avait vraiment réussi à créer un truc. Et donc ça remonte pas mal, je me rappelle, ça remonte à 250 000 abonnés dans l'été, quoi. Donc c'était plus du tout la même traction, mais il y avait quand même un truc. Et on arrivait à bénéficier un peu du buzz qu'on avait généré. Et à la fin de ça, bah, moi je me dis, bon, bah, c'est cool, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, une fois que c'était un peu installé, que le concept était un peu en place. Et totalement par hasard, je me dis, bah tiens, faisons une application, quoi. Et donc je trouve un étudiant qui s'appelait Roger, big up à Roger, qui était à Epitech et qui me dit, bah moi je te fais ton appli avec plaisir. Donc le mec m'écrit sur la page, quoi. Et donc je rencontre Roger, il part à fond dans l'appli. C'est parti, il me code le truc. Sauf que ce que j'avais pas vérifié avant, c'est que Roger, bah, il était bon, quoi. Alors, il était pas mauvais, mais par contre, en orthographe, Roger, c'était pas ça, quoi. Donc en gros, pour illustrer le truc, on avait des fautes d'orthographe dans les menus, quoi, quand on est sorti. Donc c'est assez hardcore, quoi. Si tu veux, ta page d'accueil, accueil écrit avec un Q, quoi. Enfin voilà, on partait sur ce niveau-là Ah ouais. d'application. Et donc, je sors cette application-là à la rentrée, donc je pense qu'on était peut-être début octobre, un truc du genre. Et là, encore une fois, le miracle Nuit sans folie. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc je mets des messages un peu partout. J'avais aucune notion de marketing, hein, donc je bourrine sur la page comme un gros porc. Je pense que les gens, ils avaient envie de vomir. Et je me retrouve premier de l'Apple Store. Genre devant Snapchat, devant Facebook, devant un peu tout, quoi. Et encore une fois, j'ai Sérieux? aucune notion, donc moi, je me dis, bon, bah, top, quoi, l'Apple Store. Je sais pas trop comment ça marche. Ça marche bien. C'est clair. Et je fais genre 100 000 téléchargements en 2 jours, quoi, un truc mais ahurissant, les gars. Enfin, vraiment, je suis premier de l'Apple Store, encore une fois, je le répète, avec une bite rose fluo qui ne bande pas. C'est quand même dingue. Enfin, avec du recul, je me marre souvent et je me dis, mais les gars, mais c'est quoi ce délire? Et donc, ce truc, je reste au moins 4 jours premier de l'Apple Store. Je crois qu'on avait fait 370 000 téléchargements en 4 jours.
et je suis appelé par tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde, là, j'ai Melty au téléphone. Moi, je connais même pas, je sais pas ce que c'est Melty. Bah, je fais, ouais, si vous voulez, enfin, avec plaisir. Je pensais que c'était un blogueur, moi, Melty, quoi. Enfin, vraiment, on en est là. Oui, Hein. c'est avec Melty à l'époque, ouais, je sais pas ce qu'ils valent aujourd'hui, mais ouais, Ah, ils bah, à étaient. l'époque, ils étaient très, très gros. Enfin, vraiment, c'était Ouais, genre, Déjà, c'était l'équivalent de Combini, très quoi, gros. sur Internet. ouais. C'est très gros. Ça l'est toujours, hein, je crois que c'est toujours un gros site, hein. Un gros Ouais, réseau en alors tout cas. maintenant, ça a été racheté, re-racheté. Je sais pas où ils en sont, mais c'est quand même Ok. pas non plus l'orgie, quoi. Mais Ouais. c'est pas dégueu. Mais bon, voilà. À l'époque, c'était Mais vraiment à l'époque, les. c'était puissant, ouais. Ouais, à Ouais, l'époque, voilà. ouais, À l'époque, c'est comme si c'était l'équivalent de Combini qui t'appelle en furie, quoi. Et moi, je lui décroche en pensant que c'était un blogueur avec 3000 abonnés, quoi. Enfin, bref. Et du coup, ils font un truc sur nous, donc ça nous met un peu en avant. Il y a toutes les agences de pub, de presse qui m'appellent en me disant comment vous avez fait ça, les gars? Vous dépensez 5000 balles par jour pour être là, c'est sûr. Enfin, à l'époque, c'était mystique, hein, les gars, d'être premier de l'Apple Store. Et donc, moi, je dis bah non, on dépense rien du tout. Et ils me disent bah de toute façon, c'est génial parce que vous devez gagner 5000 € par jour au moins là. Et là, je me rappelle avoir été, genre, je sais plus quelle agence de presse m'appelle et me dit ça. Et il y a un blanc, genre de 30 secondes, mais vraiment des vrais 30 secondes. Le truc où tu crois que quelqu'un a coupé le fil téléphonique, quoi. Et moi, je lui dis, Allô? comment ça, 5000 € par jour? C'est-à-dire? Et là, le mec m'explique, bah, je sais pas, t'as bien mis un modèle économique, de la publicité, t'as fait quelque chose, quoi. Et non, moi, j'ai rien fait. Moi, je suis juste le gros connard qui vient toujours de son village de 200 habitants et qui réfléchit jamais à ce qu'il faut faire ou pas faire, quoi. Et là, je me rends compte que je suis effectivement le mec le plus con de France, qui a une application qui est top chart vénère, mais qui gagne 0 €, quoi. Et qui est content en plus. C'est ça le pire. Et donc, du Ah, coup, mais bah, je me rends t'étais tout compte que. jeune aussi, t'étais tout jeune, tu connaissais, voilà, c'était nouveau pour toi. Ouais. Et puis moi, c'était pour me marrer. Enfin, si tu veux, je me rappellerai toujours de. En fait, bon, mes potes commençaient à en parler beaucoup à la fac, et on avait encore des derniers trucs, des derniers partiels là où on était 300 dans l'amphi. Et je me rappelle de mes potes qui disaient dans l'amphi genre mec, t'es sixième, mec, t'es quatrième, enfin, genre, alors qu'on était en partiel, quoi. Et t'avais les profs qui disaient, oh, vos gueules. Enfin, c'était très marrant, quoi. Donc, moi, c'était le seul truc qui Imagine m'allait, ton quoi. prof, c'est Steve Jobs à la fin du partiel, il vient te voir et dit attends, t'es devant moi, mec. Ah, mais je me rappelle, je sais plus tellement c'était le bordel, je sais plus dans quel contexte, mais je me suis retrouvé à aller sur l'estrade et dire à tout le monde, oh les gars, on va mettre fin à ce débat, téléchargez Nuit sans folie, on passe premier, puis on n'en parle plus. On faisait vraiment, c'était marrant, quoi. Enfin bon. Et donc tout ça pour dire que je me dis, en fait, c'est vrai que ça serait pas trop déconnant d'avoir un modèle économique quand tu as une audience qui se crée, mais encore une fois, quand tu aucune idée de ce que ça représente, tu vois, bon, moi je me dis, je sais pas combien ça peut gagner ce genre de truc. Donc je me retrouve dans le monde de la publicité en ligne, et là, j'ai pas trop le choix, il faut que je devienne un peu expert, parce qu'en fait, il y a des régies dans tous les sens, c'est un énorme merdier. Donc pour aller très très vite, je pense que la plupart connaissent, mais tu peux pas aller voir McDo et lui dire salut McDo, ça te dirait de faire de la pub sur Nuit sans folie? Parce que McDo, il dit mais casse-toi vite, tiens, si tu veux un Big Mac gratuit, mais c'est tout. Et en fait, il y a des régies publicitaires qui font l'intermédiation et qui te disent écoute, moi j'ai McDo, j'ai l'armée de terre, j'ai tout ce que tu veux, et ils m'achètent des impressions, et ces impressions, je les diffuse sur des éditeurs comme toi, et je le fais en fonction du volume de chaque éditeur pour offrir un package un peu consistant à mes annonceurs comme McDo. Donc eux, ils arrivent chez Alors, McDo, ils leur disent juste pour bien, pour que ce soit clair pour tous les auditeurs, impression, c'est au final quand ta pub s'affiche pour quelqu'un sur Internet, il clique dessus ou pas, quoi. c'est ça, exactement. Et en fait, eux, ils arrivent et quand ils vont voir McDo, ils disent bah écoute, moi j'ai 100 millions d'impressions pour toi par jour. Parce que j'ai 2000 applications comme l'équipe, comme Le Monde et comme Nuit sans folie, qui sont là, ciblées par audience. Et donc j'ai commencé à travailler avec ces régies et ça commençait à faire un peu d'argent. Alors comme j'étais très très mauvais et que j'y connaissais rien, je paramétrais à chaque fois les pires formats de publicité. Donc ça gagnait, je sais pas, je gagnais 1000 € par mois au début, puis après c'est monté assez rapidement à 5 10 000 € par mois. Mais en gros, j'ai jamais fait des cartons non plus totaux, mais c'était quand même intéressant d'avoir ces revenus-là. Puis surtout, je connaissais rien. J'avais pas de société aussi, hein. Ça, c'est un truc important. Et aujourd'hui, je l'ai dans mon minding. Mais vous pouvez gagner de l'argent, avoir des audiences de fous, et ne même pas avoir pensé à créer une société encore, hein. Ça marche, il n'y a pas de problème. Nous, l'argent était stocké en ligne sur les comptes de ces régies, donc je me le versais pas sur mes comptes à moi, parce que sinon le fisc serait arrivé en hélicoptère. Mais par contre, j'avais pas encore créé de structure, et pourtant j'avais fait mon product market fit, le fameux, et ça fonctionnait, quoi. Bon, en tout cas, voilà, je commence à me rendre compte que c'est intéressant quand même ces histoires-là. J'optimise un petit peu. On arrive à la fin de l'année, on est en décembre 2013, pardon. Et donc là, en 2014, je crée ma première société et je pars d'un truc simple, c'est que j'ai toujours 6 mois et demi de vacances et j'ai compris comment on transforme une communauté en revenus. Donc je me dis,
je vais aller voir tous les mecs qui ont des communautés sur les réseaux sociaux, qui ont du sens, qui sont capables de faire un média, pas juste encore une fois, des pages soleil été. Et je vais leur dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monétiser ta communauté parce que moi, je sais faire en la transformant en média, en lui mettant une verticale suite, une verticale application. Et on va faire 50-50. Et donc, je me retrouve là à aller voir des mecs qui avaient un truc qui s'appelait les meilleures punchlines du rap français, qui était une page qui, bon, voilà, qui montait un petit peu. Et donc, on fait l'application ensemble, ça devient Rap Punchline, on lui donne une logique de média. Je vais voir un mec qui avait une communauté qui s'appelait SSD à l'époque, ça marchait à mort. Alors maintenant, ça s'est carrément perdu parce on avait revendu le truc, lui, il avait revendu sa page et puis l'application ne marchait pas beaucoup. Mais enfin voilà, j'enchaîne les trucs comme ça et je commence à avoir un peu d'argent, donc je rachète également des communautés et je me retrouve avec une douzaine de millions d'abonnés assez rapidement et plusieurs médias sur des verticales qui faisaient un peu d'argent avec le modèle que je vous ai cité. Donc là, bon, c'est toute une époque de ma vie. Je suis toujours à la fac, donc c'est assez compliqué, hein. Vous imaginez, j'étais en H24 sur mon ordi en cours. Je regardais plus du tout les cours, je m'en foutais complètement. C'était très compliqué parce que je bossais tous les midis, je bossais le soir. Enfin bon, j'étais un peu un zombie, quoi, pour être très très franc. Mais c'était intéressant comme expérience parce que je me rendais compte qu'on pouvait vraiment. Enfin, il y avait un vrai impact, quoi. Tu voulais mettre un mec, tu voulais rendre un mec connu, tu pouvais, quoi. Enfin, c'était ça, quoi. Le mec faisait du bon contenu et en 6 mois, t'en avais fait un youtubeur connu par tout le monde, quoi. J'avais pas encore trop la notion d'influence marketing, d'influenceur, mais je commençais à être invité dans les apéros et notamment les apérotubes parce que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Gonzague TV, qui est un youtubeur qui était très connu au départ parce que c'était parmi les premiers youtubeurs, un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a une masse de youtubeurs assez incommensurables, mais par contre lui, euh, il a très rapidement voulu fédérer le monde des youtubeurs et des gens qui étaient un peu influents sur les réseaux sociaux. Et on s'est très bien entendu, lui et moi. Je lui ai donné un cours de ski de fond. Donc, vous voyez, comme quoi, hein, on boucle la boucle. Les échanges de services, ouais. Yes. C'est clair. Bah, le mec, en fait, il est venu faire une grande course de ski qui s'appelle la Transjurassienne dans mon bled. Et il savait pas du tout skier. Et il faisait une vidéo, là, comme il faisait d'habitude. Et donc, il cherchait un mec pour l'aider en ski de fond. Et moi, je lui ai dit, bah vas-y, j'habite à côté, je vais venir t'aider. Et donc, il arrive, et ça, c'est une petite parenthèse marrante, je vais la faire. Il arrive avec un pote à lui. Et les deux mecs, c'était des burnes atomiques. Donc, je les engueule un peu, je les coach et tout. Et, euh, et je les fais chier à mort, quoi. Donc je me dis, et les mecs étaient en mode, oui Arthur, pas de souci, machin. Puis après, on va manger un steak frites. Et je dis à son pote, alors tu fais quoi toi? Et il me dit, bah moi je suis directeur des programmes de Canal+. Ah oui, d'accord. Ouais, je venais Tu reveux de la d'engueuler le mec. moutarde? Le mec, je venais lui dire, mais fléchis tes putains de genoux là. Enfin bon, du coup c'était marrant. Et donc voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse marrante. Et donc Gonzague me met un peu dans ce monde des youtubeurs et je commence à côtoyer un peu tous les youtubeurs, à comprendre un peu mieux comment marchait leur monde à eux. Et donc ça devient un peu plus perméable et voilà, je me rapproche un peu de ces mondes-là. Euh, Ça, c'était un peu ma première vie, on va dire, sur les communautés et les médias en général. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai un peu un petit shift, puisque je me dis, ben, c'est cool tout ça, mais moi j'ai envie de donner un peu plus de sens à ces trucs-là, et j'aimerais bien euh, que le digital serve à la vraie vie. C'était un peu mon postulat de base, que je suis à l'origine quand même le mec qui est vraiment plus dehors que dedans, et plus en train de faire du sport à l'extérieur que sur un écran. Et donc je me dis, bah, j'aimerais bien faire en sorte d'apporter de la valeur au monde réel en utilisant le digital. Je sais pas trop comment, mais j'aimerais créer des applis de service pour le coup. Et là, je bascule d'un monde à l'autre sans m'en rendre compte parce qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Le monde du média, c'est afficher du contenu, c'est créer du contenu, ce pourquoi je suis plutôt bon à l'origine de manière intuitive. Et le monde des services, c'est rien à voir. C'est créer des user experience qui fonctionnent, arriver à mettre la main sur vraiment le petit pain point qui va créer vraiment, qui va vraiment déclencher une action pour un utilisateur. Enfin voilà. Et moi, j'y vais un peu naïvement et je m'associe avec un pote à moi qui était très bon et qui était en STAPS avec moi, qui voulait créer, alors à l'origine, il appelait ça un réseau social d'alcooliques. Alors c'était un peu abrupt, donc j'ai essayé de tourner le truc un peu différemment, et en fait, on s'est retrouvé à faire une première app qui permettait aux étudiants, parce qu'en fait, le constat était simple, c'était on est étudiant, on est des milliers dans les campus, on est des centaines dans des bâtiments, et en fait, on se connaît pas. Et pourtant, on a tous un dénominateur commun qui est qu'on aime l'apéro. Et donc, on a créé une app qui s'appelait App Heroes et qui te permettait d'organiser des apéros sur ton campus pour faire des rencontres avec les gens autour de toi. En soi, c'était très simple, hein, mais c'est un vrai shift entre le monde du média et le monde du service. Et on l'a bien, bien compris. Bon, je vous passe les détails. J'aime bien le jeu de mots.
Ouais, sinon Happy Rose, il y avait aussi RSA, on Réseau était sur social Happy Rose. d'alcoolique aussi, ça marche. C'est pas mal. Bah, nous, on avait fait un logo qui était franchement sympa. C'était un gobelet, vous savez, ces gobelets rouges américains, qui avait Mmh. une cape bleue comme Superman et un slip bleu comme Superman. Et franchement, on était fiers, hein. Je peux vous dire qu'on était fiers. Là, tu as upgrade par rapport à la tub, rose, Ah bah là, on qui était déborde, passé quoi. sur une autre sphère, hein, Ah je vous ouais, le ouais. dis. Ah ouais, carrément. Là, c'est le moment de la maturité, là, assurément. Et donc, du coup, bon, on se retrouve à faire ce truc et on n'a aucune idée de comment ça marche une appli. Donc, on met des fonctions à l'arrache. Enfin voilà, on veut en mettre toujours plus. Le truc, c'est un nid à fonctionnalité, un enfer. Et on trouve une petite développeuse à Grenoble qui était très sympa et qui est un peu impressionnée par ce qu'on a fait avant. Parce qu'on avait quand même un petit background et maintenant, quand on arrivait quelque part, les gens nous disaient bah, les gars, je suis assez chaud pour vous aider, quoi. Et puis, on avait quand même des belles communautés pour lancer un projet, quoi. Mmh. Et donc, nous, en one shot, on dit bah, très bien, cette développeuse, elle a l'air vachement mieux que Roger parce elle est plus âgée, quoi. Donc, déjà, tu vois, ça, c'est vraiment un signe d'expérience, quoi. Donc, tu vois, les deux blaireaux, quoi, je sais pas, on avait 21 ans, 22 ans. Et donc, pareil, elle nous développe l'application. Et en fait, c'est un enfer, quoi. Mais un enfer de malade. Ça met des mois, ça marche à moitié, il y a des bugs partout. Et un jour, je pète un câble, je dis vas-y, je lance et puis on verra bien. Et donc, je lance le truc et on fait 35 000 téléchargements en quelques heures. Mais le truc, il explose. Mais quand je vous dis il explose, tu pouvais plus rien faire, quoi. Tu pouvais même pas, tu lançais l'icône et ça faisait écran noir, ça s'éteignait. Enfin bon, du coup, on foire un peu le truc. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai complètement sous-estimé la dimension technique du monde des services. Et ça, je l'ai appris dans la douleur avec cette première expérience. J'avais levé un peu d'argent en plus, c'était ma première levée de fonds. J'avais levé 30 000 euros pour vous dire, et je me Ouais, prenais pour Bill Gates, hein. bon J'avais début, les quoi. pecs bombés, les gars, vous avez pas idée, hein. Et donc, j'avais trouvé un petit business angels qui m'avait suivi quand même sur un réseau social d'alcooliques, hein. C'était quand même une prouesse de trouver 30 000 euros pour ça. Bien sûr, C'était le modèle Jean-Louis économique, Borloo, le non, c'était un mec qui avait un peu d'argent, qui était un pote à moi et qui faisait de la musique avec moi à l'origine. Et voilà, je pense qu'il l'a fait plus par pitié que par volonté de gagner de l'argent. Et il a eu bien raison, parce qu'il a perdu son argent, le pauvre. Et donc, du coup, bon, voilà, il n'y avait pas de modèle économique, il n'y avait rien. On fait ce truc-là. Et je me rends compte que, bon, il faudrait peut-être retravailler un peu le concept et qu'il y a peut-être des trucs à faire. Et en fait, le gros apport de ça, c'est que j'ai plein de retours d'utilisateurs qui me disent écoute, mec, il y a un truc intéressant dans le fond avec ta merde là qui marche pas. C'est quand même que on aimerait bien pouvoir faire des rencontres plus spontanément aujourd'hui dans la vraie vie, parce qu'en fait, le digital, il est en train de prendre une place croissante, et je pense qu'aujourd'hui, on le voit encore plus, Mmh. et il enlève la possibilité de faire des rencontres pour de vrai. Alors, en fait, c'est plus des rencontres amoureuses que des rencontres amicales que les gens cherchaient, mais j'ai bien aimé ce truc-là de bah, aujourd'hui, en fait, on est tellement habitué à utiliser du Tinder, à utiliser des apps virtuelles pour faire des rencontres, que les rencontres réelles, celles qu'ont vécues nos parents ou nos grands-parents, elles deviennent awkward, quoi. Tu peux pas aller voir une nanote dans la Mmh. rue sans qu'elle ait peur que tu l'agresses presque. Enfin, tu vois, on en est à ce point-là. Je peux te le confirmer, ouais. Ah, t'as des expériences Non, de viol? ouais, 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 exactement. Non, mais c'est vrai que, ouais, ouais, aller parler à quelqu'un comme ça, à froid, dans la rue ou enfin, en société, tu vois, sur la voie publique, Bah ouais, tu passes plus pour un sociopathe ou un psychopathe que finalement passer ta journée à scroller sur une appli de rencontre. mais Alors c'est l'enfer. que si tu prends un tout petit peu de recul, tu te dis bah, lequel des deux est finalement le plus awkward en vrai, quoi. C'est Bref. Est-ce clair. que c'est vraiment le c'est vrai que c'est un débat qui arrive souvent, c'est que ouais, le online fait qu'on se parle moins. Moi, je suis pas tout à fait sûr que ça. Je trouve que c'est au contraire ça. Je vois plus l'autre côté où il y a plus d'opportunités justement pour parler à des gens. Mais que finalement, je me demande si avant on parlait autant, ou alors on devait parler des fois par nécessité. Mais j'ai du mal à me rendre compte, et surtout avec nos âges et qu'on n'a pas connu un peu le monde d'avant finalement, comment ça se passait, quoi. Est-ce que vraiment on se parlait plus avant qu'on ne se parle aujourd'hui, tu vois? Bah, ça, Je suis pas très sûr, en fait. c'est un vrai sujet du coup que j'ai vraiment poncé pendant les 2 années d'après. Là, vous allez voir sur l'expérience qui a suivi. Cool. Et en fait, j'ai aussi beaucoup parlé avec mon grand-père et c'est beaucoup lui qui m'a aidé là-dessus. Mais il faut savoir, il y a des choses quand même à l'époque qui étaient assez dingues. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça nous a ouvert sur le monde, le digital. Enfin, nos grands-parents, ils devaient choisir parmi les 20 nanas du village, quoi, si on récapitule. Et c'est vrai, c'était ça. Par contre, mon grand-père m'expliquait, il y a des petites anecdotes marrantes, mais à leur époque, quand tu sifflais une fille dans la rue, par exemple, et ben c'était un super compliment. Genre la nana, elle était hyper flattée, quoi. Elle se disait waouh, il m'a sifflé, quoi. Elle allait en parler pendant 3 jours à ses potes. Alors qu'aujourd'hui, c'est les wesh en survêt de Sergio Tacchini qui font ça, quoi. Si on Ouais, Non ouais, mais c'est c'est vrai. clair.
Le meilleur compliment, c'était une onomatopée, quoi, limite. Hey. Mais les modes changent, hein, les modes changent. Hein. Être bronzé, quand les gens bossaient dans les champs, c'était pas bien vu. Aujourd'hui, le mec qui est bronzé, c'est celui qui a les moyens de partir sur la Côte d'Azur au ski. Avoir de l'embonpoint avant, c'était gros, c'était bien vu parce que tu étais bien nourri. Aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. Enfin bref, tu vois. C'est sûr. Bon, tout ça pour dire que voilà, ça nous a ouvert et moi je te rejoins aussi. Enfin, c'est assez vrai. On a beaucoup plus d'opportunités et on peut beaucoup plus parler avec des gens. Par contre, je pense que les premiers contacts, ils en ont un peu pâti, dans le sens où il y a moins de spontanéité, c'est moins facile d'aller vers l'autre sans l'avoir déjà un petit peu cerné sur les réseaux sociaux. Enfin, on est tous des stalkers en puissance maintenant et quand on connaît un peu quelqu'un de manière virtuelle, alors c'est facile de le connaître de manière réelle. Et par contre, l'inverse est peut-être un peu moins évidente. Bon, passons, mais tout ça pour dire que les gens étaient assez ouverts sur le fait de dire, écoute, si tu nous donnes des prétextes pour qu'on se rencontre dans la vraie vie, de manière simple, pas malaisante, bah, il y a un vrai concept. Et l'apéro, c'est évidemment un super bon prétexte, mais il y en a plein d'autres, que ce soit le sport, que ce soit des activités. Et donc, en fait, c'est là qu'on fait un peu un shift. Et je retravaille un peu le modèle de la boîte, et je me dis, on va faire une app qui va s'appeler Who's Up, donc qui est chaud, et qui va permettre aux gens de dire bah là j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire des rencontres avec des gens autour de moi, autour d'une activité. Et donc on pouvait organiser n'importe quelle petite sortie de groupe. Donc en fait c'était une plateforme de micro-événementiel entre particuliers. Et on pouvait organiser n'importe quelle petite sortie de groupe autour d'une activité, peu importe laquelle, pour rencontrer des gens. Donc en fait tu créais ta petite team de potes, tu disais je suis chaud pour aller faire un yoga dans un parc. Et les gens pouvaient se greffer et venir dans le truc. Donc dans l'idée, c'était vachement intéressant et surtout, on avait vraiment, vraiment une grosse attractivité. Les gens adoraient le concept. Par contre, pour réaliser une app comme ça, c'est vraiment compliqué. Et donc là, je suis rentré dans une phase de... J'ai créé une nouvelle société que j'ai appelée Start Corporation et je suis rentré dans une phase de 3 ans où on a travaillé sur ce projet-là et on y a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, je terminais mon master, en gros. J'étais en train de rentrer dans ma deuxième année de master. J'avais des petits bureaux à Lyon, donc je faisais des petits allers-retours entre mes bureaux et puis la fac, où j'étais à Chambéry à la fac à l'époque. Et pareil, je dormais pas énormément, hein, quand même, j'enchaînais pas mal. Et le concept de ce truc-là, vraiment 100% target, ça marchait à mort. Par contre, on avait énormément de mal à le traduire dans un produit qui fonctionne et qui fasse que le truc soit viral. On a appris comme j'ai jamais appris pendant ces 3 années-là. Mais vraiment, c'était incroyable. On n'avait aucune notion du X, du Y, on n'avait aucune notion produit de manière globale, on n'avait aucune notion de tech. Et là, moi, j'ai appris vraiment, quand je suis sorti de cette expérience-là, je savais exactement comment on faisait une bonne app, je savais exactement quelles étaient les différentes technos, quel dev il fallait prendre. Mais par contre, ces 3 années, ça a été une guerre, les gars. Enfin, vraiment, c'était un truc de fou. J'ai monté une team avec des mecs qui étaient très bons. Et en fait, on s'est très rapidement mis dans des itérations hyper rapides. Donc, en fait, on essayait de faire des sprints de 2 semaines pour améliorer, rajouter des fonctionnalités et continuer de faire fonctionner le produit. Ce que je dis pas avant et qui est quand même important pour les auditeurs qui peuvent être sur le lancement d'un produit, c'est qu'au départ, on a essayé de construire un super produit pour le lancer. Et en fait, c'est l'erreur classique, mais on a passé, je pense, les 8 premiers mois à travailler un produit qui, dans nos têtes, était vachement bien. C'était basé uniquement sur des hypothèses, hein, on n'avait aucun vrai retour, à part le fait que les gens nous disaient ouais, le concept est cool. Donc nous, on était persuadés qu'on allait tout casser parce qu'on nous disait ça. Et en fait, on a travaillé sur ce produit comme des chiens. Et quand on l'a sorti, mais en fait, c'était absolument pas en phase avec ce que les gens avaient besoin Mm. d'avoir, avec les Ouais. fonctionnalités qu'ils attendaient. Donc ça, c'est un peu le classique, l'erreur de départ, mais on l'a fait, quoi. Je veux dire, on n'a pas commencé tout de suite par les itérations. À l'époque, moi, je me casse un peu la tête pour trouver 50 000 euros pour financer la première création. Je trouve 50 000 euros auprès de mecs qui étaient très smart et très bons. Un gestionnaire de patrimoine, une nana qui était une serial entrepreneuse de Grenoble qui avait une cinquantaine d'années. Enfin voilà, j'arrive à trouver des mecs. Je commence à enclencher un peu sur la partie levée de fonds que je maîtrisais pas forcément avant. Je me retrouve avec 80 000 euros finalement, un peu plus que prévu. Et ça nous finance le développement du truc et ce début de process avec des itérations. Bon, il y aurait vraiment des milliers d'anecdotes à raconter, mais je pense que je vais pas m'attarder parce que sinon on va pas s'en Yes. sortir. Mais en tout cas, voilà, on fait ce produit, on fait ces itérations et on a du mal à le faire fonctionner, quoi. J'arrive à attirer dessus 100 000 personnes, quoi. Je relève 430 000 euros, donc quand même, je fais un vrai seed. Euh, on a une vraie équipe,
pareil, là, je surembauche, mais comme un malade. Donc c'est à ce moment-là que j'avais 2 bureaux. J'avais un bureau à Lyon, un à Grenoble. Donc j'avais mes premières activités de médias qui tournaient toujours plus ou moins. J'avais vendu quelques communautés et puis je m'étais séparé de pas mal de gens, notamment Rap Punchline, mais voilà, j'avais encore des bases comme Nuit sans folie et j'avais 16 personnes, en tout. Donc j'avais, 3-4 personnes, c'était des développeurs à Grenoble et le reste qui était à Lyon. Et c'était super intéressant en termes de management, j'ai appris plein de trucs. On avait arrêté de fonctionner qu'avec des stagiaires, parce que comme tout bon chef d'entreprise qui démarre, au départ, on n'avait que des stagiaires, et puis là, on avait des vrais profils. Mais c'était hyper stressant parce que je voyais la thune sur le compte qui descendait, on n'avait pas de modèle économique, et ce truc-là, ça me tuait, quoi. Et en fait, en continuant de travailler sur ça, je me rapproche beaucoup des milieux d'influence marketing parce que ça m'intéressait beaucoup et je me disais qu'il y avait un modèle autour de ma plateforme de micro-événementiel à connecter avec l'influence marketing. Et moi, en perso, je commence à travailler dans l'influence marketing, à faire des opérations parce que je me payais pas avec ma boîte. Je me payais 1 000 € par mois et j'avais envie de gagner un peu d'argent avec ce que je connaissais. Et donc, je commençais à faire des OP pour des marques en allant leur chercher des influenceurs et je faisais faire des placements à ces influenceurs, quoi. Donc c'était vraiment des trucs que je faisais en solo à côté. Mais ça commençait à bien marcher et je sentais qu'il y avait vraiment de l'argent dans ce monde-là. Et ça me parlait à mort. Et un jour, je me retrouve avec un ami chez lui à Paris, qui était un pote qui avait entrepris aussi, qui avait fait plein de trucs, plus âgé, qui avait 35 ans, en face d'un Chinois, d'un petit Chinois, qui nous dit Salut les gars, écoutez, moi je viens de racheter une application aux États-Unis. Donc le mec, en fait, on a su après, c'était un mec c'est un mec qui pèse 400 millions d'euros, quoi, et qui a monté des trucs de fou, qui a revendu des boîtes partout. Et en fait, ce mec-là, Accessoirement. voilà, accessoirement. Et en fait, ce mec-là nous avait contacté parce qu'on était un peu dans le digital en France. Bon, voilà, on savait pas trop. Et il nous dit écoutez, je viens de racheter une app qui s'appelle Thriller. Je viens de mettre 10 millions d'euros sur la table. C'est un petit réseau social aux États-Unis qui commence à vraiment cartonner. Et je cherche une équipe pour le lancer en Europe et il me faut des mecs qui soient bons dans les communautés, le digital, les apps de manière générale et l'influence marketing et en fait, j'ai trouvé que vous. Donc fermez vos gueules, c'est vous qui lancez l'Europe, quoi. Et moi Ok. et moi je lui dis, «Excusez-moi, mais en fait, j'ai déjà 2 sociétés, et en fait, j'ai déjà des cernes jusqu'en bas des yeux parce que je viens de finir mon master. Est-ce que c'est possible d'avoir une plage horaire un peu adaptée?» Le gars me dit: «Ta gueule, tu gères l'Europe maintenant». Et donc je me retrouve un peu genre franchement, encore une fois, cette situation, elle est ouf, quoi. Je me retrouve à la tête de l'Europe pour ce petit truc avec mon pote et en fait, le mec commence à nous envoyer du cash, mais sévère, quoi, comme j'en ai jamais vu. Et donc je me sers de ce cash pour financer un petit peu mes boîtes qui étaient en galère et je me dis: «Bon, bah, cool, ça me fait une source de revenus donc je vais orienter un peu mon énergie là-dessus». Et là commence une période de ma vie complètement dingue. On ouvre des bureaux à Paris, on embauche une dizaine de personnes, donc là j'ai genre 26 salariés, donc c'est un sacré merdier. Heureusement, j'ai mon pote qui était, en charge du truc, tout autant que moi et même plus parce qu'il a continué lui après et pas moi. Mais énorme merdier. Donc dites-vous, j'étais entre Grenoble, Paris et Lyon toutes les semaines. Toutes les Et semaines, je faisais t'avais quel âge à ce moment-là? là, j'ai 23 ans. Donc tu vois, c'est quand même, Wow. assez énervé et je rentre dans une période de ma vie aussi où, et c'est important de le dire, mais enfin, je travaillais vraiment trop. Je travaillais, j'avais compté, j'étais en moyenne à 80-90 heures par semaine en mode pur travail et franchement, mais j'ai trop travaillé et j'ai trop laissé de côté des choses importantes et notamment ma lucidité parce que je faisais presque plus de sport alors que j'étais un mec qui faisait 2 fois par jour du sport avant. J'avais pas beaucoup le temps de manger correctement, je finissais à 1 heure du mat très souvent et c'était à ce moment-là que je me réveillais en me disant: «Putain, tu pas mangé mec». Enfin bon et du coup, ça devenait vraiment malsain pour moi. Mais par contre, ce que j'ai vécu dans cette année-là, c'était complètement fou. Pour vous donner 2-3 anecdotes, en gros, bah, on a commencé à travailler avec des influenceurs parce que c'était la grosse stratégie. Il fallait ramener des influenceurs, sur la plateforme pour que eux amènent leurs audiences. Et en fait, la stratégie, c'était les gars, vous n'avez pas de budget marketing. Vous vous démerdez, on vous donne un peu d'argent, mais vous devez être malin, vous devez trouver des solutions pour que on explose en audience sans acheter un seul téléchargement. Et c'était un challenge de fou furieux, quoi. Tu Et donc, ce m'étonnes. qu'on s'est dit, c'est on va offrir du lifestyle aux influenceurs pour qu'ils fassent des stories qui parlent de nous et comme ils seront avec nous, ça sera un peu plus facile de les amener dans le truc. Et le premier truc qu'on a organisé, alors c'était en partenariat avec Thriller aux États-Unis, c'est un voyage aux États-Unis pour 12 influenceurs au All-Star Game. Donc on les a emmenés voir le All-Star Game. Euh, Au Star Game de basket, hein, on précise pour c'est ceux ça, qui le connaissent. All-Star Game de basket.
Et donc, on appelle une douzaine d'influenceurs. On leur dit, bah, les gars, on a envie de vous emmener au All-Star Game. Donc, on prend des gros quand même, on prend des mecs autour d'1 million ou des petits, mais qui étaient en train d'exploser. Et notamment, une nana qu'on rencontre, ça, c'est une petite parenthèse aussi qui est marrante, qui s'appelle Léa et lui. À l'époque, très peu connue, peut-être 200 ou 300 000 abonnés, et qui commence à cartonner et qui habite pas loin de Lyon, dans un bled tout pourri. Et en fait, on la rencontre et on mange un burger avec elle à Lyon, je m'en rappellerai toujours. La nana, elle a 16 ans, elle est toute sympa, elle connaît pas grand-chose, et puis nous non plus, honnêtement, hein, dans ce monde-là. Et son iPhone est pété, et on lui dit, écoute, viens, on va à la Fnac et on te rachète un iPhone, quoi. Donc tu vois, on teste un peu le truc du lifestyle, et on lui achète un iPhone qui venait de sortir, je sais plus lequel c'était, tu vois, une connerie, le 8. Et elle est hyper sympa, et elle est hyper contente, et elle nous dit, bah, allez les gars, moi je suis trop content de vous aider sur Thriller, on y va. Et en fait, on se retrouve à la manager, et à devenir ses managers. Donc encore une fois, on mixe des métiers, hein, voilà, on apprend sur le tas. Tu crées des métiers. On crée des métiers, et il s'avère que cette nana se retrouve à être la nana avec la plus grosse croissance organique en Europe sur Instagram. Donc encore une fois, Ouais, je ne sais pas comment ouais. c'est possible. Et en un an, la meuf passe de 200 000 abonnés à genre 8 ou 9 millions d'abonnés, quoi. Enfin, un délire total. Bon, on l'emmène au All-Star Game, on emmène du monde là-bas, et on se retrouve à faire des trucs complètement fous, quoi. À aller à l'anniversaire privé de Snoop Dogg. Enfin, je vous passe les détails, mais en fait, les mecs de Thriller, c'était des furieux, quoi. Ils avaient des réseaux de malades. C'était pas du tout des petits gars. Enfin voilà, c'était des oufs, quoi. Mmh, On se mmh, mmh. retrouve dans un monde complètement ouf, avec toutes les stars ricaines. J'avoue que du Jura, ça, du Jura à Snoop Dogg, c'est quand même Je peux te dire, quand je rentrais dans le Jura le week-end, je me demandais où j'étais, hein. Je regardais autour de moi, je disais: Où il est Snoop Dogg?» Enfin bon, c'était assez incroyable. D'ailleurs, anecdote sur cet anniversaire de Snoop Dogg, j'ai complètement halluciné parce que, je sais pas, on était 50, quoi. Donc tu vois, déjà, tu te retrouves à l'anniversaire de Snoop Dogg, il y a 50 personnes. Enfin, c'est pas non plus un truc où il y a 5 000 personnes et où tu dis: «J'étais à Mmh. l'anniversaire de Snoop Dogg», mais en fait, c'était une Ouais, je soirée vois. publique, quoi. Et il y avait des bars à weed partout, et donc c'était gratuit. Et en fait, il y avait 50 types de weed différents. Et tu avais une hôtesse à chaque bar qui t'expliquait d'où venaient les weed, machin. Enfin, j'ai pas trop compris le concept de cette soirée, mais c'était Mmh. un autre monde vraiment, quoi, tu vois. Même dans un rêve, tu imagines pas ça, quoi. Même Le dans un rêve, storytelling sur les weed. bah, je vous enverrai une vidéo après, mais c'est hyper marrant, quoi. Il y avait Snoop Dogg qui mixait, et on est vraiment 50, quoi. Enfin, c'est genre la salle des fêtes du village avec Snoop Dogg qui mixe, quoi. Enfin, c'est assez ouf. Mmh. Donc, du coup, Mettez-nous 5 étoiles et on vous envoie la vidéo aussi. allez, on fait ça. Du coup, je me dis, mais enfin, je me retrouve vraiment dans une vie complètement ouf. Donc, en fait, j'étais dans la Villa des Anges parce qu'on avait une grosse villa avec 12 influenceurs hyper suivis, hyper connus, dont une qui était en train de littéralement exploser sa race. Et on les emmenait voir des matchs de basket et faire du shopping dans LA. Enfin voilà, tu vois un peu le cadre de vie d'un coup qui s'ouvre. Je me dis, c'est un peu ubuesque le truc. La vie normale, quoi, tu vois? C'est clair. Et donc, je me retrouve un peu dans ce monde-là. On enchaîne direct avec la Fashion Week. Pareil, on emmène tout le monde à la Fashion Week. Enfin, les mecs nous envoyaient du cash vraiment de manière sévère pour qu'on fasse faire des trucs comme ça. Et en fait, ça marche. Genre, l'appli, elle commence à exploser vraiment en France et à avoir une traction de ouf. Alors, sur les très jeunes, mais vraiment, ça monte. Et le mec aux US, il nous dit, les gars, c'est dingue. Donc, il nous donne de plus en plus de responsabilités. Ça commence à vraiment s'emballer le truc. Il nous envoie de plus en plus de thunes. Et ça se structure. Et moi, je laisse un peu tomber mes boîtes, quoi. Enfin, je t'avoue, quand t'es à Los Angeles, tu regardes pas trop ce que ça donne, who's up, quoi. Et du coup, bon, j'étais un peu moins investi. Heureusement, mes équipes, elles l'étaient. Mais je perds le fil de ce qui se passe sur mes projets et sur mes produits. Enfin, vraiment, pour tout vous dire, on les a emmenés à. Je me rappelle de cette anecdote, on les a emmenés à Ibiza, on savait pas quoi faire. Et du coup, on a fait une course de yacht. Enfin, tu vois, le truc de beauf, mais puissance maximum. C'est-à-dire que mon pote était sur un yacht, moi sur un autre. On avait chacun 5 influenceurs. Et on a fait la course, quoi. Voilà, on en était là, quoi. Et bon, bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai vécu dans un monde parallèle pendant un an. Ça change de ski de fond, hein, c'est sûr. Ça change du ski de fond, mais j'aimais beaucoup, justement, je retournais, dans le Jura aussi, quand je Yes. pouvais, et quand je faisais du ski de fond, mon gars, mais je me retrouvais et ça me faisait C'est vraiment des kiffer. paysans, j'imagine. Enfin, Ah bah, repaysans. c'est des vrais paysans, ouais. Et c'est des paysans également. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que une année un peu folle où, je me suis retrouvé à côtoyer énormément d'influenceurs, tu vois? Enfin, à aller dîner et sortir en boîte en carré avec Norman fait des vidéos, mais vraiment, genre, tu vois? Où on était 5 dans le Mmh, carré mmh, et on dansait mmh. ensemble, quoi. Et je me demandais, j'ai toujours pas compris comment je me suis retrouvé là, mais voilà. Et encore une fois, j'apprends énormément, énormément sur le digital et les communautés. On arrive à monter à 2 millions d'active users par jour, quand même, avec cette stratégie-là. On ouvre plein de pays en Europe, enfin, on faisait pas que faire la fête, hein, c'était quand même assez vénère. Et
Et le truc commence à cartonner dans pas mal de pays d'Europe et surtout prend une ampleur internationale assez vénère. Ils refont une levée de fonds de 50 millions d'euros. Bah, tu as des gens comme The Weeknd qui rentrent au capital, qui posent des 10 millions d'euros. Enfin voilà, le truc commence à vraiment péter et ça devient un concurrent sérieux de TikTok. Donc à l'époque, TikTok est d'ailleurs toujours hyper agressif sur les réseaux sociaux et met un budget marketing de fou, mais de Ouais. fou. Genre les mecs, ils posaient 300 millions d'euros par mois à un moment. Genre c'était vraiment du jamais vu. Bon, je crois qu'ils ont fait ça un mois, mais bon, c'était quand même hyper énervé. Et nous, en face, on nous disait, les gars, 100% organic growth. Vous n'avez pas le droit de mettre de l'argent. Donc, tu vois, c'était quand même challengeant, le bordel. Et, euh, et à un moment, je me rappelle, c'est à la fin de l'année 2018. Donc là, j'ai vraiment eu une vie à 300 à l'heure. J'avais 20, entre 20 et 30 employés en permanence. Bon, je passe sur tous les trucs, mais j'ai aussi connu ce que c'était de devoir licencier des gens. J'ai aussi connu ce que c'était de devoir apprendre à manager des gens qui avaient 35 ans quand toi, tu en avais 24, quoi. Et c'était beaucoup d'expérience. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un espèce de déclic. Je me réveille un peu et je me dis: «Mais mec, à la base, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, en fait?» Parce que là, tu es dans une tornade. Enfin, franchement, c'était une tornade. Depuis, 2 ans, j'étais dans une tornade et est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton ADN? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et est-ce que c'est ce qui est en accord avec tes valeurs? Et je me rends compte que, beh, pas du tout, en fait. Genre, c'est carrément l'opposé, en fait. Et ce qui m'a marqué vraiment, je m'en rappellerai toujours, c'était une soirée, au VIP Room. Alors, faut savoir qu'avec Thriller, nous, on se permettait carrément de sponsoriser le VIP Room. Donc, en fait, il y avait des écrans, avec marqué Thriller partout. Les mecs nous amenaient des bouteilles de champagne avec la musique Thriller. Toutes les 3 minutes, il y avait la musique Thriller. Tu sais, les gens, ils en pouvaient plus. Et tout ça pour dire que, voilà, je passe une soirée, encore une fois, où je sais pas, on a claqué peut-être 30 000 € dans de l'alcool, quoi, donc scandale, alors que moi, je buvais même pas, hein. Et je me rappelle être sorti de la soirée. C'était 5 heures du match. Je marche dans Paris tout seul. J'avais besoin d'être un peu solo parce que c'était encore une fois la tornade. Et je croise une SDF qui se gelait. Et la pauvre, c'était horrible. Mais vraiment, elle avait l'air hyper mal. Et en fait, j'étais un peu fatigué et j'étais un petit peu bourré. J'avais un petit peu bu quand même. Et la première fois que je la vois, j'ai eu l'impression de voir ma mère. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Qui me regardait en mode déception totale. Et, euh, et ça m'a fait un énorme choc. Et je me suis dit, non, mais là, je peux plus continuer à faire ça, quoi. Genre, je peux plus continuer à claquer autant d'argent dans des bouteilles, dans du champagne et dans des conneries avec des influenceurs en boîte, alors qu'en fait, moi, j'ai toujours été un mec proche de la nature, j'ai toujours été un mec qui faisait du sport, qui avait besoin d'avoir des valeurs simples. Et je me suis dit, non, mais ça me va pas. Et en fait, j'ai ce gros déclic. Et fin 2018, j'arrête tout. Enfin, j'arrête tout. J'arrête Thriller, je dis, je me casse. Les mecs me proposent un salaire à 8 000 € net par mois pour faire leur truc. Je refuse ça. Donc, pour vous dire, j'étais quand même vénère, hein. Je me suis quand même dit, Waouh. j'en ai Ouais. marre, quoi. Ils m'ont proposé d'être head of growth monde. C'était ça la discussion du truc. Euh, et la boîte était en train d'exploser sa mère, hein, vraiment. Head of growth monde pour 8 000 € net. Et je me dis non, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, hyper fier, je me retrouve un peu et je me sens un peu plus valorisé dans le fait de me dire, bah mec, tu viens de refuser 8 000 € net. Par contre, t'es quand même un sacré connard parce que tu viens aussi de faire un trait sur 100% de tes revenus. Parce qu'en fait, notre modèle économique de toutes mes boîtes, bah, c'était ça. Et du coup, j'avais 25 pélos qui travaillaient uniquement grâce à ça, quoi. Et du coup, je me retrouve en janvier 2019, donc là, on s'approche un peu de maintenant, à aller voir mes employés, à dire, bah les gars, en fait, il n'y a plus d'argent qui va rentrer, donc il serait grand temps de trouver un modèle économique. Et d'ailleurs, on en est où sur WhoosUp? Et là, les mecs me montrent un peu, donc c'est cool, on avait un peu avancé, donc j'avais quand même des suivis, j'exagère, hein, je faisais des all-in tous les 15 jours, enfin voilà. Mais en gros, je me rends compte que c'est pas mal. On commence à avoir un super produit. Le truc est très clean. On a vraiment une belle plateforme de micro-événementiel entre particuliers. Il n'y a pas beaucoup de traction utilisateur. On a quelques milliers d'utilisateurs. Par contre, il n'y a toujours pas de modèle économique. Et là, je me dis, mais en fait, on peut pas la jouer à l'américaine comme ça. Enfin, on n'est pas Snapchat avec une traction d'enculé. Il faut qu'on ait un modèle économique. Et là, je rentre dans une période de ma vie qui est hyper stressante, mais vraiment, où je dis, bah les gars, en fait, c'est simple. C'est soit on a un modèle économique dans 3 mois et il fonctionne et il est viable, soit on ferme cette boîte, quoi. Et moi, j'avais mes investisseurs, donc les fonds étaient en train d'arriver à court. Enfin, il nous restait rien, quoi. Je sais pas, il nous restait 60 000 € sur le compte ou peut-être un peu plus. Allez, 100 000 €, quoi. Donc, je gratte un peu pour pouvoir faire tenir. À 25, ça part vite, quoi. Ouais, ça part hyper vite. Alors attention, on n'était plus 25 parce que les mecs de Thriller, donc mon pote avec qui j'étais sur Thriller, lui, il a pris le general management de Thriller et il a continué, donc il a gardé les gens dans les bureaux à Paris. Bon, moi, j'ai plus touché aux ressources de Thriller, forcément, du coup. Et moi, en gros, on était peut-être, je crois qu'on était 16. Donc bon, il y avait quand même du monde.
Et ça part vite effectivement, donc on restructure assez vite, on arrête, on avait deux trois contrats de CDD, on les arrête, enfin voilà, on se met en mode, war team, en mode start-up pour de vrai, et en gros, on se dit: «Bon, bah, faut trouver un modèle économique». Moi, j'étais tellement dans ma tornade que les gars me disaient: «Les gars, Arthur, on arrive à court de fonds, il faudrait refaire une levée de fonds», et du coup, j'étais en train de faire une levée de fonds de 850 000 €, j'avais sécure 650 000 €. En fait, j'avais tellement un gros background à ce moment-là et on avait tellement fait de trucs. Je me rappelle, j'arrivais chez des investisseurs, des business angels, je disais: les gars, oh, on a pensé à vous pour mettre 500 000 €, on est en train de faire ce produit-là, ça va fonctionner comme ça. Et les mecs, ils tapaient sur la table, ils disaient: il faut l'aider, ce gamin. Et ils me sortaient un chèque, quoi, tu vois. Donc c'était assez incroyable. Et j'avais un vrai niveau de confiance avec les business angels que je pouvais côtoyer. Mais en fait, je me suis dit: mais là mec, tu es sur le point de lever 850 000 balles sur un truc qui n'a aucun modèle économique et qui n'a pas du tout fait ses preuves, ne serait-ce qu'en termes de communauté. Et je suis pris d'un flip total. Et du coup, on a eu beau travailler, et ça a été beau parce que mes équipes m'ont dit: écoute mec», enfin tu vois, ils auraient pu me dire: «Écoute mec, nous on se casse quoi, il reste plus d'argent, tu nous dis qu'on n'a pas de modèle économique et que tu hésites à faire la levée de fonds, bah c'est simple, on se casse». Et en fait non, ils m'ont tous dit: «Écoute, nous on va se battre et on va se battre jusqu'au bout et on va essayer de trouver un modèle économique, et s'il y en a pas, bah tant pis, on sera battu jusqu'au bout». Et franchement, ça a été hyper touchant parce que c'est ce qu'ils ont fait. Alors ça s'est fini comme de la merde parce qu'on a trouvé aucun modèle économique évidemment. Et tout ce qu'on a tenté, ça rapportait 5,90 € hors taxe, donc c'était pas suffisant pour financer les équipes. C'est clair. Bon, du coup, on a fini par fermer la boîte et ça a été extrêmement violent, quoi. Je me rappelle très bien, c'était le 1er avril, donc pour vous dire, tu vois, le truc, le 1er avril 2019, j'arrive au bureau, je sais qu'il y a pas de modèle économique, quoi. Je tape sur une table, je dis: «Les gars, on va tous en salle de réunion». Tout le monde descend et je dis: les gars, écoutez, je viens d'avoir les investisseurs et je leur ai dit qu'on ne faisait pas la levée de fonds, que je préférais qu'ils aient perdu que, je sais pas, on était à pas loin de 500 000 de levée quoi, en seed, qu'ils aient perdu que 500 000 plutôt que de reperdre encore 850 000 de plus. Du coup, ben, c'est fini quoi. C'est fini. Écoutez, je vous fais tous un truc, un préavis, et dans un mois, tout le monde est parti quoi. Et je me rappelle d'avoir vu tous les sourcils se lever en même temps. Et c'était une situation assez dingue. Et du coup, ce mois, il a servi à simplement préparer le départ de tout le monde. Donc c'était hyper difficile parce que il y avait plus de thunes, il y avait plus de machin, et surtout, j'ai fait une erreur d'abrutifini. J'ai oublié qu'on devait payer de la TVA, et une TVA de malade parce qu'on avait fait un CA de bâtard avec Thriller sur l'année d'avant. Enfin, de bâtard sur Start Corporation. Donc c'était je ramenais des ressources sur Start Corporation. Je crois qu'on avait fait 450 000 de CA. euh, et en fait, il fallait payer une TVA qui s'élevait à, je sais pas, 60 000 €, quoi, 70 000 Ah euros. ouais, c'est chaud ça. Et en fait, quand mon expert comptable me l'a dit, je me suis dit: «Ah ouais, là, je suis vraiment dans la merde». Et donc je me voyais aller faire un dépôt de bilan. Donc je préparais mon dépôt de bilan, c'était le gros bordel. J'avais négocié des ruptures conventionnelles avec les gars et ils avaient été assez top dans l'ensemble, ils avaient accepté parce que si j'avais dû leur faire des licenciements classiques, enfin, ça m'aurait coûté tellement, tellement cher que ça, plus la TVA, mais on s'en serait jamais sorti. Et du coup, bon, ils avaient fait des efforts, mais la TVA, ça me laissait quand même, j'avais 100 000 € de dette, quoi, en gros. Et donc là, je rentre dans une période où il faut que j'aille faire un dépôt de bilan, moi qui ne connais rien, qui sort honnêtement, de 5-6 ans de fame total dans le monde du digital où tout fonctionnait et où j'avais fait gaffe à rien. Là, je me retrouve à un stade où je suis en train de fermer une de mes boîtes. J'ai arrêté Thriller, j'ai plus grand chose. Euh, je suis en train de licencier tous mes salariés. J'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. Je sais pas comment ça se passe quand tu fais un dépôt de bilan et j'ai 100 000 et quelques euros de dette. Donc tu vois, enfin, Waouh, quelle vie de ouf, à peine 25 ans. ouais, genre en 3 mois, là, je fais une sale gueule, quoi. J'aime autant te dire, Mmh. là, quand je retourne dans le Jura, j'ai envie d'y rester, hein, pour être franc. Et, et là, du coup, ça commence à être vraiment la merde. Il y a des huissiers qui viennent chez moi, chez mes parents. Je me rappelle des huissiers qui venaient toutes les semaines chez mes parents. Je sais pas si vous imaginez le niveau de stress que Ah c'est. ouais, Et je sais ouais. pas si vous imaginez comme c'est compliqué d'expliquer ça à ses parents, quoi. Et, Ouais. et de leur Tu dis dire non, que mais ouais, il y a un an, j'étais avec Snoop Dogg, mais là, c'est là, clair. c'est les justiciers maintenant. Je sais pas si vous. Ouais, peut-être Snoop Dogg aurait pu se reconvertir en huissier, tu vois, histoire de faire un Ouais, lien, mais même t'imagines. pas. Ouais, Enfin, du coup, voilà, je me suis retrouvé à avoir ce moment de ma vie qui était vraiment, vraiment hard, mais vraiment hard. j'imagine. J'étais vraiment stressé. Il fallait que j'explique toutes les semaines à mes parents pourquoi il y avait autant de poursuites qui arrivaient chez moi, parce qu'il y avait, alors il y avait pas que la TVA, il y avait d'autres trucs. Enfin, en gros, il y avait plein de petites dettes. C'est des petits trucs que tu devais payer, mais en fait, on pouvait plus payer, quoi. Et tu vois, ça représentait 5 ou 10 000 euros, mais les mecs, ils venaient à la charge, et du coup, c'était un enfer. Et du coup, je me retrouve attaqué de toutes parts par les trucs, les happy seal. Bon, bref, tout m'attaque. C'est hyper stressant, c'est l'enfer. Et je me dis, j'ai aucune chance, je sais pas comment je vais faire. Alors, je tente un truc, je me dis, je vais essayer de vendre la boîte. On a quand même un asset qui est stylé. Franchement, ils avaient fait un taf de fou. On avait un super produit pour faire du micro-événementiel. C'était un vrai truc travaillé.
Et donc un peu dans le désespoir, je me mets à appeler tout le monde, j'appelle toutes les structures qui peuvent avoir du sens pour moi, tous les Pierre et Vacances, les Club Med qui ont besoin d'avoir ce genre d'outils pour fédérer un peu leur communauté, les Herbalife. Franchement, j'ai des rendez-vous avec le directeur Europe de Herbalife. Enfin bref, je me démerde. Il y a des pistes, mais il y a rien qui aboutit. Et je me dis, je suis mort, quoi, ça va jamais vendre. Et là, il y a un mec qui se pointe et qui est un mec qui fait de la gestion de patrimoine, encore une fois, que j'avais rencontré parce qu'il est également leveur de fonds et il participait à la levée de fonds donc de 850 000 euros. Et il me dit, écoute mec, moi je pense que je peux en faire un truc de ton produit. Je te rachète ta boîte, j'éponge toutes tes dettes et je te mets même un petit billet, quoi. Mais là je me dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est le Saint Graal. Et je saute sur l'occasion et effectivement le mec me rachète ma boîte, il éponge les dettes, il gère tout le truc. Et donc du coup je me retrouve en août à finir de vendre la boîte et je peux vous dire qu'on était c'était vraiment tendu parce qu'en août les huissiers ils étaient en mode c'était la 887e relance, quoi. Et en fait ça commençait à vraiment sentir le roussi. Enfin, j'avais été convoqué au tribunal de commerce, c'était vraiment vraiment in extremis, quoi. Et donc là le saint graal, quoi, le mec me rachète et je me retrouve dans une position où bah, ça y est, le mec il prend la patate chaude et il gère tout. Alors il s'avère que il a même pas fini de tout gérer presque un an après, donc c'est quand même, il est pas aussi bon que je le pensais, mais en tout cas, il m'a bien sauvé la mise T'as bien pour ça. sauvé la mise, ouais. Ouais, il s'est occupé des salariés. Alors je sais pas s'il a tout fait en règle, s'il a tout géré, mais tu vois, au moins bon, c'était à peu près correct et ça m'a sauvé la mise vraiment. Et puis je me retrouve à passer du mec qui allait être le gros loser, qui avait foiré sa boîte et qui était passé en dépôt de bilan en mode grosse merde, à un mec qui a vendu sa boîte. Et mine de rien, je l'avais vendu à plus de 100 000 euros, donc ça faisait quand même une vente, quoi. Et ça change tout dans l'esprit des gens. Enfin bon, du coup, bah, voilà, la morale, c'est qu'en fait, il faut jamais lâcher, il faut continuer de se battre, même dans les situations les plus compliquées, parce qu'il y a toujours, toujours de la lumière au bout du tunnel si tu t'acharnes, quoi. Et donc, là, on arrive à Time for the Planet. Pendant cet été un peu compliqué où j'étais en galère en train de vendre la boîte, bah, je refais le point sur ma vie, je refais le point sur moi et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Et je me rends compte que j'ai vraiment envie de mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre pour le plus gros challenge qui est assez évident pour moi depuis toujours, hein, qui est le challenge de l'effondrement, si on veut, ou du dérèglement climatique. Et ça devenait de plus en plus violent parce qu'on en parlait de plus en plus dans les médias. Et j'avais vachement reconnecté à ça d'une manière conne, c'est que en rentrant chez moi dans le Jura plusieurs fois dans l'année, parce que sur le début de l'hiver, j'avais un peu tout arrêté, c'était un peu stressant et j'allais faire souvent du ski de fond pour me remettre. Mais il y avait plus de neige en fait. Et en quelques années, Hmm. il y avait vraiment plus de neige, quoi. Et quand j'en discutais avec les gens là-bas et que je leur demandais, bah les gars, c'est quoi, il y a un mauvais hiver? Ils me disaient, non, non, mais en fait, juste, il y a plus de neige, quoi. C'est fini la neige. J'ai remarqué ça que j'étais parti en vacances dans les Alpes là, il y a 1 an ou 2 ans. Et pareil, ouais, le Mont Blanc, enfin, il y a beaucoup moins de neige qu'avant. Et ça fait très bizarre parce que j'y allais tout le temps quand j'étais petit. Et là, tu vois du vide en fait. Enfin, tu vois la roche, quoi. C'est clair. Bah, enfin, nous, dans le Jura, pour te dire, ça monte à 1700 mètres maximum. Et tu vois, c'est vraiment de la moyenne montagne, mais Mhm. c'est dead, quoi. C'est dead. Je sais pas comment ils vont faire, les pauvres, mais c'est l'enfer. Il n'y a plus rien. Bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait un peu un déclic et moi, je savais que je voulais reconnecter avec mon ADN de base et ça me faisait un bien fou aussi de revenir à ce que j'étais vraiment et à Arthur, c'est-à-dire un mec qui aime la nature, qui a envie de la protéger, qui a envie de participer à construire un monde dans lequel on l'intègre mieux, dans lequel on la respecte. Et en fait, ça a été évident pour moi, mais vraiment. Je me suis dit, il faut que maintenant je consacre le reste de ma vie à ça. Et en gros, mon focus, ça a été de me dire comment je mets à profit tout ce que je viens d'apprendre dans 7 ans d'entrepreneuriat pour participer pardon, à ça. Et à ce moment-là, c'était assez évident. Je me suis dit, bon, je suis assez convaincu d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est assez mal vu par la sphère écologiste, justement, parce que les gens se disent, bah, l'entreprise, c'est l'enfer, c'est le diable. Mais moi, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que si tu veux réussir à imposer quelque chose et à changer des choses, bah, c'est tout simple, il faut de la force de travail, il faut des gens qui participent, qui soient avec toi, qui travaillent. Et ces gens-là, il faut les payer parce qu'on ne vit pas dans un monde tout rose, tout beau. Et les gens ont besoin d'argent pour manger. Et on a construit un système basé sur l'argent. Et si tu veux payer des gens, bah, il faut que tu fasses des choses qui soient rentables. Il faut faire des modèles économiques, c'est normal. Et donc l'entrepreneuriat qui a comme définition le fait de répondre à un problème en trouvant un modèle économique pour permettre à des gens de travailler autour de cette problématique, pour moi, c'est la solution à un problème environnemental majeur qui n'arrive pas à fonctionner ou en tout cas à fédérer parce que les gens ne travaillent pas il n'y a pas assez de force de travail pour s'en occuper. Et moi, je me dis, bon, bah, il faut créer des entreprises qui soient et durables et rentables. Il faut que je trouve ces modèles-là.
Et en fait, on avait pas mal d'expérience maintenant sur la partie service parce que on avait essayé aussi pas mal de petits trucs. Alors, je suis passé très vite, mais on a fait plein de petits services sur les côtés. Pour kiffer avec mes associés, on essayait souvent de lancer des trucs et en fait, on avait vraiment trouvé des façons de lancer des produits et de tester très rapidement la viabilité économique d'un projet avant même qu'on ait vraiment créé le projet, quoi. Donc, c'est un peu le fameux fake it until you make it. Et là-dessus, on s'était bien spécialisé sur la dernière année, quoi, grosso modo. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de trouver un modèle économique pour WhoosUp à la base, et on en cherchait dans tous les sens à base de landing page, de machin, donc c'était devenu notre gros focus. Et donc moi, je me dis, bah parfait, je vais essayer de faire un startup studio qui va lancer des projets autour du développement durable, donc qui auront un impact positif, mais on va tester avant de les lancer à chaque fois qu'ils aient une vraie vérité économique. Et donc j'appelle ce truc optimiste, et je me rapproche d'un pote à moi qui a monté une boîte, une très belle boîte d'ailleurs, si vous voulez l'interviewer un jour. Il s'appelle Grégoire Gambato, il a fait une boîte qui s'appelle Germinal, je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit rien, mais Non tu peux nous en plus. parler? Bah, regardez parce que c'est assez ouf et en gros, ils font du gros hacking et ils testent des itérations sur, des projets, des produits, des services pour voir à quel point ces trucs-là peuvent être, viables, rentables, avoir une vraie clientèle avant de les lancer. Si vous voulez, c'est un peu la philosophie de base du Lean qui dit, Mmh. ton but c'est d'aller d'un point A à un point B, bah, tu as 2 solutions. Soit tu passes, 3 ans à construire un super véhicule pour aller du point A au point B, et puis le jour où tu démarres, bah, tu te rends compte que la route, en fait, c'est pas du tout ce que tu avais prévu, puis en fait, il y a un trou, il y a de la boue et puis, il y a une mer au milieu et donc tu n'iras pas du point A au point B. Soit tu construis un petit skateboard et tu regardes, si tu peux aller du point A au point B avec ton skateboard, ça te permettra de comprendre un peu ce que tu dois améliorer à ton skateboard et puis tu rajoutes un guidon et puis machin et en fait, tu en fais un véhicule qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu avais imaginé, mais qui te permet parfaitement d'aller du point A au point B et c'est ça l'entrepreneuriat normalement. Et en fait, Exactement. eux, ils ont vraiment créé cette logique-là, et ils ont appris à le scaler et à le mettre à disposition de clients, donc c'est vraiment fantastique. Et tout ça pour dire que je me suis associé, en tout cas on était sur le projet de s'associer pour créer ce startup studio parce qu'eux, ils ont une vraie force de frappe pour tester des concepts très vite et te dire c'est rentable, c'est pas rentable. Et donc quand j'étais en train de faire ce truc-là, on arrive là, on est en septembre de l'année 2019. Je suis en même temps un mec qui avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon, juste au-dessus. Donc c'était l'étage au-dessus. On se connaissait, on se côtoyait, on se parlait assez souvent, et qui s'appelle Medically, et qui est en train de faire un truc qui s'appelle Time for the Planet. Et, euh, et donc ils ont l'air de faire un truc vraiment badass, mais par contre sur toute la partie contenu, marketing, communication, c'est vraiment à chier quoi. Et du coup, je discute souvent avec lui et je lui dis c'est marrant, on fait un peu la même chose. Moi je suis sur les prémices de mon développement, mais je pense qu'on a vraiment une philosophie concomitante. Et donc on se retrouve à en parler et en fait on se rend compte qu'il y a un match de malade, que ses associés sont très bons, ils ont fait des belles boîtes et je me dis ma place elle est là quoi. Et j'ai envie de step up dans ma carrière aussi et j'ai envie d'aller une fois de plus. En fait, ce qui marque un peu ma vie depuis le début, c'est que je me suis toujours retrouvé avec des gens qui étaient vraiment bien meilleurs que moi, qui me mettaient des challenges qui étaient très très compliqués. Et en fait, ça fait que j'ai jamais été dans ma zone de confort, jamais. J'ai jamais pu me reposer, mais en fait, du coup, j'ai appris à des vitesses faramineuses. Et je voulais absolument retrouver ça. Et là, je sentais qu'en repartant sur un projet de startup studio en solo, j'avais pas ce truc-là, j'avais pas ce truc qui me tirait vers le haut. Et avec eux, il y avait vraiment ça. Et je me suis dit, parfait, ces mecs-là, ils ont tous 10 ans de plus que moi. Ils connaissent beaucoup mieux que moi certains aspects de l'entrepreneuriat, mais je peux leur apporter plein de choses aussi. Donc il y a un fit qui est parfait. Et en octobre, c'était parti pour Time for the Planet, quoi. Et donc là, peut-être que c'est la deuxième partie du truc. Voilà. Oui. Yes! Une première partie à plus d'une heure. Livre 1 terminé. Désolé les gars, c'était hyper long, je pensais. J'avais l'impression que ça faisait 30 minutes qu'on parlait, je suis désolé. Non, mais c'est tellement intéressant en même temps, tout ce que tu dis et ça fait sens. Moi, j'ai adoré la transition, mais on va pouvoir parler de Time for the Planet, de toute cette première partie de ta vie entrepreneuriale et ce gros choc avec la liquidation judiciaire et te dire, OK, comment maintenant je mets toutes ces compétences de growth hacking finalement, euh, entre autres, au service de quelque chose qui a du sens et qui me dépasse et qui nous dépasse tous et qui nous relie tous pour le meilleur. Complètement. Arthur, tu avais trouvé du sens dans ce que tu faisais. Et ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Time for the Planet? Qu'est-ce qui s'est passé entre octobre 2019 et aujourd'hui, on est en avril 2020? Ouais, avec plaisir. Bon, ce qui est intéressant avec Time for the Planet, c'est l'ambition. Moi, c'est vraiment ça qui m'a touché et j'ai toujours été. Je me suis rendu compte dans ma vie, en côtoyant plein de gens, que il faut des ambitions énormes parce qu'en fait, alors c'est vraiment horrible de dire cette phrase, mais si tu vises la Lune, tu as des chances de finir dans les étoiles. Là, cette phrase horrible. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et ça m'a tout de suite interpellé parce que les mecs, ils voulaient lever 1 milliard d'euros. Et ça paraît énorme.
En fait, le projet de Time for the Planet, si je vous le récapitule, il est assez simple. Grosso modo, vous avez compris, c'est l'histoire de 5 entrepreneurs qui, ont monté des boîtes dans différents secteurs depuis une grosse dizaine d'années pour la plupart et puis moi un peu moins et qui, se réveillent un jour en se disant: «Mais en fait, on trouve plus assez de sens dans ce qu'on fait et surtout on a du mal à dormir la nuit, au regard de l'urgence climatique qui devient mais extrêmement pressante et extrêmement, violente». Et donc, ces 5 entrepreneurs, ils se disent: «Comment on peut, agir nous en utilisant l'entreprise?» Et en fait, le constat, il est assez simple de Time for the Planet. C'est que ces 50 dernières années, les entreprises, elles ont littéralement transformé la planète. Elles ont changé le monde. Et ça, c'est un truc qui est fort. Parce que, alors oui, certes, du point de vue de l'environnement, c'est pas idéal du tout, parce que ça rime plutôt avec pollution, les entreprises aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est important de retenir et de noter, c'est qu'elles ont transformé le monde. Ça veut dire qu'elles peuvent le refaire. Et ça veut dire que si on paramètre, si on change les entreprises, si on crée des nouveaux modèles d'entreprise, on peut aller très vite. Et nous, on s'était quand même beaucoup renseigné, on a beaucoup lu, et surtout eux, sur le changement climatique. Et en fait, il y a une urgence qui est monstrueuse. Il nous faut des outils énormes. On a besoin de leviers qui sont, même sur le plan d'un cerveau humain, c'est très difficile de concevoir la taille des leviers dont on a besoin, quoi. Et donc, nous, on s'est dit, mais l'entreprise, c'est parfait, parce que l'entreprise, c'est ce qui fait qu'on mange comme on mange, qu'on parle comme on parle, qu'on vit comme on vit, qu'on consomme. Tout est lié à l'entreprise. Donc, c'est un outil formidable. Et c'est ça le postulat de départ de Time for the Planet, c'est comment l'entreprise peut rechanger le monde, cette fois-ci dans la meilleure direction possible, au regard de l'environnement. Et donc, on s'est dit, réinventons l'entreprise. Alors, c'est hyper ambitieux, c'est hyper fou, mais en fait, on n'a plus le temps de se dire, on va pas être ambitieux, on va y aller mollo, on va faire step by step. Et donc, on s'est dit, OK, comment l'entreprise doit être pour préserver l'environnement plutôt que de le pourrir. Et c'est là qu'on a eu toutes les notions qui se sont un peu agrégées autour de nous. Grosso modo, on est parti d'un truc simple, c'est qu'on s'est dit, OK, c'est quoi des entreprises pour demain changer le monde et avoir des entreprises qui respectent la nature ou en tout cas qui vont vers de l'amélioration, de la performance environnementale comme on l'appelle. Alors le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les gens qui inventent, les gens qui imaginent. Et en fait, on a rencontré beaucoup de chercheurs, de scientifiques, et ça nous a frappé, mais en quelques semaines. On s'est dit, ces mecs-là font des trucs fantastiques. Ces mecs-là inventent des trucs qui peuvent littéralement nous sortir de la merde. Je pense à des gars, on a rencontré un chercheur à Lille, le mec, il a créé un géopolymère. En gros, ça permet d'agglomérer n'importe quelle matrice. Alors ça, c'est dans les termes un peu techniques, mais si je vous le fais simple, ça permet de remplacer le ciment et donc le béton qui est responsable de 5% de la pollution à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et ça permet d'agglomérer n'importe quel matériau. Donc tu peux faire ta maison avec du sable qui est autour de chez toi, ou avec de la terre, ou avec de la glaise. Et en fait, ça fonctionne très bien. Et le mec, il est dans son labo, il fait ça, ça marche. Il s'éclate, hein, il a fait des maisons. Et c'est tout, il s'en fout. Il se dit pas, je vais en faire quelque chose, quoi. Et nous, on arrive là-bas et on hallucine, on dit mais t'es un malade. Et en fait, on commence à rencontrer plein de scientifiques comme ça, qui sont dans leur labo, et en fait, ils ont juste pas envie de faire plus, quoi. Ça leur va. Mais les mecs, ils ont trouvé. C'est comme si t'avais un mec, il avait trouvé le vaccin contre le sida, et il disait non, mais moi c'était pour le kiff de synthétiser une nouvelle molécule, quoi. Et on se dit, mais Moi, c'est un. je suis pas malade, tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et on se dit, mais c'est un délire, les gars, c'est un délire. Et en fait, quand on creuse, ils nous disent, ouais, mais mec, moi, en fait, la partie économique, j'aime pas, je suis sur la défensive avec ça, je sais même pas trouver un modèle économique. Comment tu veux que je fasse une entreprise, quoi? J'ai pas envie, en fait. Je suis bien dans mon labo. Et donc ça nous frappe en pleine gueule. Et on commence à discuter un peu de ça avec des entrepreneurs. Et très, très vite, pareil, on se rend compte qu'on est très nombreux à plus trouver assez de sens au regard des enjeux qu'on a en tant qu'espèce dans nos quotidiens d'entrepreneurs. Et on voit plein de mecs qui ont vendu leur boîte ou qui ont fini leur aventure entrepreneuriale, qui sont très bons, qui nous disent, mais moi je sais pas sur quoi partir, parce que là il faut que je donne du sens à ma vie, j'ai envie de participer à ça, mais j'ai pas envie de faire une appli, quoi, je sais pas quoi faire. Et là on se dit, mais putain, il faut qu'on connecte ces gens-là, en fait. Là il y a des acteurs qui fonctionnent en silo et qui ne se rencontrent pas. Et c'est ça Time for the Planet, en fait. C'est mettre en lien des innovations scientifiques, donc les détecter, les trouver, avec des entrepreneurs qui sont capables de les déployer dans notre quotidien, de leur trouver un modèle économique, donc pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que ça rentre dans notre quotidien et que ça crée de la force de travail de manière bienveillante, de manière fonctionnelle, pour avoir un vrai impact. Et il y a un troisième élément qui est l'argent, parce qu'il y a besoin d'argent pour aller vite.
Nous, l'exemple qu'on prend souvent, c'est Uber. Uber, ils ont investi 16 milliards d'euros dans la bête pour pouvoir faire Uber en quelques années seulement. Uber, c'est rentré dans notre quotidien à des vitesses drastiques parce que les mecs, ils n'ont pas attendu de faire du profit pour injecter petit à petit ce profit. Ils ont dit, on va hacker le truc, on injecte énormément d'argent dès le début, comme ça, tout de suite, on rentre dans la vie des gens. Bon, nous, c'est un peu la même logique, c'est qu'on se dit, il faut qu'on aille vite. Et quand on va trouver un truc, un product market fit qui fonctionne, il faut qu'on mette des entrepreneurs très bons dessus et qu'on leur donne les moyens d'aller très vite. Ça, c'est un premier aspect. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que pareil, de l'argent, il y en a, mais il y en a énormément. De l'argent, il y en a partout. Et en fait, cet argent-là, il trouve juste pas des projets qui sont cohérents, qui sont alignés. Et nous, on pense qu'on peut rentrer dans les cases de beaucoup de fonds d'investissement, de beaucoup de fondations qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas où l'investir. Donc c'est un peu ce triptyque entre scientifique, entrepreneur et argent à disposition. Time for the Planet. Investisseur, quoi, on pourrait dire. Investisseur, ouais, au sens large. Et en fait, donc là, on se lance dans l'aventure Time for the Planet assez vénère et on se dit, bah, on va voir déjà aussi si les citoyens sont prêts à aller derrière un truc comme ça qui leur dit, en gros, on va réformer l'entreprise, quoi, pour créer de nouveaux types d'entreprises. Et donc là, sur le départ, on a très rapidement réuni plus de 200, on est à 285 000 euros là aujourd'hui uniquement avec des citoyens, parce qu'on a aussi de l'argent qui arrive de fonds comme Allnest, le fonds d'Alexandre Olas, enfin on a pas mal de mecs qui commencent à mettre. Et en fait, ça nous a touchés parce qu'on a eu très rapidement 800 actionnaires citoyens qui ont mis de l'argent en disant mais nous, on veut un nouveau monde, on veut un nouveau mode d'entreprise et on croit qu'un projet comme Time for the Planet, ça peut aller super loin. Et là où ça nous touche, c'est que nous, on a amené des composantes dans notre nouveau modèle d'entreprise qui sont complètement en lien avec ces valeurs-là, notamment l'open source. On pense vraiment que il y a eu des exemples avec le Bitcoin, avec d'autres choses, mais même en ce moment avec le coronavirus, hein, sur les vaccins, il y a eu des exemples d'open source. Nous, on pense vraiment que aujourd'hui, tu as 9 startups sur 10 qui crèvent, 9 entreprises sur 10 qui se lancent, qui crèvent, mais qu'on n'a pas le temps de se permettre ça. Et qu'il faut qu'on gagne à tous les coups. Et la seule manière de gagner à tous les coups, c'est de partager. Ça veut dire que si nous, on découvre une innovation, une techno, mais qu'on n'arrive pas à la lancer ou à avoir suffisamment d'impact, il faut que d'autres puissent s'en emparer, la dupliquer, l'améliorer dans leur coin pour que ça marche chez eux, pardon. En fait, nous, notre conviction, c'est que les gens qui vont mettre de l'argent chez Time for the Planet, ils mettent pas de l'argent pour que Time for the Planet réussisse, ils mettent de l'argent pour que le problème soit résolu, soit solutionné. Et en fait, peu importe qui résout le problème, tout le monde est gagnant. Et en fait, l'open source, c'est vraiment la façon de gagner à tous les coups. C'est pour ça qu'on veut miser 100% là-dessus. Et donc, nous, on a mis un système de licensing en place. Bien sûr, s'il y a l'armée ou je sais pas qui veut prendre la Corée du Nord, qui veut s'emparer d'une de nos technos, on va quand même regarder pour quelle fin. Mais par contre, si c'est pour aller tabasser le problème que nous, on a identifié, le problème climatique, il n'y aura aucun problème pour filer gratuitement la licence, quoi. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, il est assez évident, ça on a fait un constat assez vite, c'est la non-lucrativité. En fait, on s'est rendu compte très très vite que le problème majeur des entreprises aujourd'hui, ce qui fait qu'elles pourrissent tout, qu'elles sont en train de dégommer la planète et que c'est principalement ça qui cause tous nos problèmes aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait un besoin de toujours gagner plus. C'est la fameuse croissance infinie dans un monde fini. Cette croissance infinie, en fait, elle est juridique. Les entreprises aujourd'hui en France, elles sont créées avec comme but, c'est marqué, de pouvoir maximiser leur profit, de faire un profit maximum pour aussi le distribuer à leurs actionnaires. Et ça, c'est un non-sens total au regard de ce qui se passe et surtout au regard des ressources qu'on a à disposition. En fait, pour aller synthétiser ça, si vous voulez faire un maximum de profit en permanence, même le jour où vous avez résolu le problème, vous avez des clients, les choses fonctionnent pour vous, si vous avez fait X de profit, vos actionnaires vont vous dire bah, c'est top les gars, comment on fait plus de profit encore l'année d'après? Et ça, c'est le non-sens. Ça, c'est le début de la folie. Et ça, c'est le truc qui fait que tu vas devoir délocaliser, que tu vas devoir faire travailler des gamins, que tu vas devoir pourrir des lacs parce qu'en fait, tu n'as pas l'argent suffisant pour aller te garantir de ne pas pourrir l'environnement. Et en fait, à partir de ce moment-là, une entreprise, elle devient néfaste. Mais une entreprise qui paye les gens, qui gagne suffisamment d'argent pour avoir un fonctionnement et résoudre un problème, ça ne pose pas de souci en soi. Et en fait, c'est pour ça qu'on a voulu mettre la non-lucrativité aussi et qu'on l'a acté dans nos statuts. Nous, on veut vraiment que nos entreprises n'aient pas pour mission de faire de la performance économique, mais de la performance environnementale, que leur raison d'être soit environnementale. Et ça, on a dû le hacker dans nos statuts juridiques. On a dû trouver un moyen de contourner la loi qui impose normalement de distribuer des dividendes à ses actionnaires. C'est quand même dingue de devoir en être là, quoi.
Donc on a dû trouver un bon avocat qui a été capable de nous trouver, une écriture, qui manipule un peu les choses pour qu'on puisse, contourner le truc, quoi. Et du coup, vous avez fait comment alors? Parce qu'il y a une forme juridique, un peu particulière à Time for the Planet, il me semble. Alors il y a une forme juridique qui est très particulière. Nous, on est la première entreprise commerciale à but non lucratif, donc c'est assez original. Heu, Ça veut dire qu'on a pour objectif d'être rentable, mais pas d'utiliser cette rentabilité pour enrichir nos actionnaires, uniquement pour recréer des entreprises qui vont, lutter contre le dérèglement climatique. Et cette façon qu'on a eue de le faire, elle est assez simple, c'est qu'on a écrit dans nos statuts qu'on allait distribuer des dividendes, pas de problème, mais par contre, on les distribuera uniquement à partir du moment où les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère seront retombés à ceux qu'ils étaient avant les années 1900. Donc autant vous dire que c'est quasiment impossible, quoi. Et en fait, on est obligé de faire des bidouilles comme ça partout dans nos textes pour que ça fonctionne et que ça soit recevable d'un point de vue juridique. Ça paraît, anecdotique, mais je peux vous assurer qu'il a fallu que un avocat se creuse vraiment la tête pour savoir qu'il fallait, modifier, mettre ce genre de petites punchlines à droite à gauche, quoi. Et donc aujourd'hui, Time for the Planet, c'est en train de vraiment bien prendre. On est très content de ce qui se passe parce que c'est très ambitieux. Nous, on est parti pour, dans nos têtes, on est parti pour 25 ans, quoi. Et l'idée pour, aller vite, c'est qu'on veut créer 100 entreprises sur ce modèle un peu nouveau pour montrer des exemples, dire: «Bah, voilà, c'est possible de le faire». On veut financer ces entreprises en levant 1 milliard d'euros parce que c'est symbolique et qu'on a besoin d'aller vite et d'injecter quand même pas mal d'argent. Et surtout, on veut être un lanceur. On veut pas, créer des mastodontes forcément. On veut montrer qu'il est possible de le faire et mettre ça à disposition de n'importe qui pour que d'autres le fassent. Nous, notre but, c'est vraiment d'être un exemple et on espère que d'autres, bien meilleurs que nous, iront plus vite, iront plus loin et nous aideront à résoudre le problème. On n'a vraiment pas la prétention de sauver le monde et on sait très bien que c'est pas un acteur ou une entreprise qui le fera. Par contre, on pense que c'est juste un déclic dans la façon de concevoir l'entrepreneuriat qui peut changer les choses. Et nous, on va mettre toute notre énergie, tout notre temps et toutes nos vies, s'il le faut, sur créer ce déclic. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un exemple, parce que les gens qui parlent, ça marche, mais c'est surtout les gens qui font qui donnent envie aux autres d'y aller. Et donc, bah, j'imagine que vous n'allez pas attendre 1 milliard d'euros pour commencer à lancer des projets. C'est quoi un peu heu, la roadmap en quelque sorte? Ouais. Vous allez commencer à lancer, des projets quand? Est-ce que vous l'avez déjà commencé à en lancer certains? Alors complètement, on va pas du tout attendre d'avoir 1 milliard d'euros pour lancer. La roadmap, elle est assez simple. Sur l'année 2020, qui est notre première année, nous, notre but, c'est de nous faire connaître. Donc on a besoin des gens, on a besoin que les gens qui nous écoutent aussi en ce moment, n'hésitent pas à aller voir, à s'abonner, à partager. Plus on a de citoyens derrière nous, plus on peut convaincre des financiers de nous aider. Donc c'est vraiment une première étape. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup d'interviews avec des youtubeurs, avec des personnalités, des sportifs et que j'en appelle à tous ceux qui peuvent faire une interview pour nous sur l'urgence climatique, pas forcément sur Time for the Planet, pour montrer qu'on est tous d'accord et nous aussi asseoir la marque, asseoir, Time for the Planet vraiment sur la partie communautaire. À côté de ça, on a mis en place toute cette, structure juridique qui était assez compliquée et on est sur la partie levée de fonds jusqu'à, quelques millions d'euros. On estime qu'à partir de 2 à 3 millions d'euros, on sera largement en mesure de commencer à accélérer. On va commencer par sélectionner un premier projet, mais pour ça, on a besoin de s'entourer de beaucoup de scientifiques. C'est pour ça qu'on crée un comité scientifique qui est aujourd'hui présidé par Jean Jouzel, qui était, le vice-président du GIEC, qui a été cité là par Le Parisien comme, une des 4 personnalités, pour, créer le monde de demain. Donc on est hyper fiers d'avoir des gens comme ça autour de nous. Et l'idée, c'est, de vraiment créer notre process de sélection des projets, donc basé sur 2 choses toujours, hein. La partie, comment ça permet de résoudre un problème environnemental majeur. Donc nous, on est vraiment focalisé sur les émissions de gaz à effet de serre et l'économie d'énergie. On peut pas tout faire, on peut pas s'occuper du Mmh. plastique dans les océans, enfin voilà, on se focalise sur cette verticale. Et deuxième chose, il faut que ça soit rentable. C'est toujours nos 2 leviers. Et donc là, on est sur la construction d'un vrai process qui nous permet de sélectionner le premier projet sur lequel on va aller. Et ce premier projet, on pense qu'avec 500 000 euros, on pourra, alors ça dépendra du projet, mais entre 500 et 1,5 million d'euros, on peut commencer à mettre une première entreprise sur des rails et c'est notre ambition pour début 2021. OK, d'accord. Donc imaginons que là, je suis un auditeur, de Stimator, et j'ai envie de contribuer. Comment je fais? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Alors il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est de devenir associé. Alors pas forcément pour l'aspect argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent pas beaucoup d'argent, qui mettent 20 euros, 100 euros. Voilà, c'est pas tout le monde qui vient mettre 15 000 euros. Mais par contre, ça nous montre, enfin ça fait monter le compteur du nombre d'associés derrière nous. Et ça, c'est très 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 fort, parce que quand on va voir, nous, des investisseurs, des entreprises, des corporates, on leur dit, bah voilà, on est presque à 1000 associés derrière nous, on vient de commencer, ils hallucinent. Ils hallucinent parce qu'ils se disent, mais ça montre vraiment que les gens sont prêts et qu'ils ont envie
qu'on y aille et qu'on essaie de changer les choses et que l'urgence climatique, elle parle à tout le monde. Et donc, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on se mobilise parce que si les citoyens sont avec eux, ça compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de nous aider à avoir de la visibilité. On en a vraiment besoin, c'est le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est une quinzaine de milliers sur les réseaux sociaux, c'est déjà très cool, on vient de commencer, c'est top, mais il faut qu'on soit nombreux. Idéalement, si on arrive à être plus de 100 000, on aura un vrai impact, on aura un vrai poids, et on a besoin de vous pour ça, les amis. Il faut vraiment que tout le monde n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, à inviter ses amis. Plus on sera nombreux, encore une fois, plus on arrivera à asseoir la marque, et plus on sera crédible en face de gros fonds d'investissement. Et la On mettra troisième tous les chose, liens, évidemment, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode hein, pour vous qui nous super. écoutez. Merci beaucoup. Et la troisième chose, c'est les Team for the Planet. Ça aussi, on a été hyper surpris, on a dû s'organiser vite, parce que beaucoup de gens nous ont dit, écoutez les gars, moi j'ai mis 20 euros, je suis pas riche, mais par contre, j'ai telle compétence à vous apporter, est-ce que ça peut vous servir? Et en fait, on s'est très rapidement retrouvé avec plus de 100 personnes, des bénévoles, qui soient des développeurs, des gens qui font de la communication, des gens qui font de l'événementiel, entre guillemets, qui travaillent pour nous. Alors c'est vraiment pas le cas parce qu'ils utilisent leur temps comme ils en ont envie et ils font des heures quand ils le veulent, mais par contre qui sont, mobilisés pour faire de Time for the Planet le plus gros projet possible et ça c'est incroyable et si des gens ont envie de nous aider avec leurs compétences plutôt qu'avec leur argent, bah, on est capable de structurer ça aujourd'hui et on est en train de s'organiser pour pouvoir, être, une grande famille qui travaille, tous ensemble à montrer cet exemple et à montrer qu'il est possible de réformer l'entreprise pour, entreprendre différemment au service de l'urgence climatique. Ah, un grand bravo pour cette initiative parce que c'est vrai qu'il y a un côté, en fait, le plus gros Kickstarter du monde, tu vois. Il y a cette espèce de barre, tu vois, sur le site. Tu te dis, ouais, vous avez déjà, je crois, vous avez plus de 250 000 euros déjà. On est à Mm. presque 300 000 là, ouais. 300 000. Plus de 800 soutiens à l'heure où on enregistre. Tout à fait. C'est Sachant beau. qu'après on a de l'argent aussi qui vient par des fonds et cetera, mais qui n'est pas dans la barre là, donc ça c'est Mhm. vraiment les citoyens quoi, donc c'est vraiment fort pour nous. Ok, génial. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, tu vois, où tu te dis, wow, c'est énorme. Et puis quand tu regardes sur l'objectif global, tu es en mode, ah, en fait, c'est même pas 1%, quoi. Ouais, mais ça c'est un vrai travail qu'on va avoir, c'est, montrer aux gens que, bah, 1 on n'a pas besoin d'avoir 1 milliard d'euros pour commencer et 2, c'est pas important de mettre en perspective, ce qui est important c'est de vous montrer l'ambition qu'on a et le fait qu'on nous on va y passer, tout le temps qu'il faudra en fait et c'est pas grave si ça met des années en fait, parce qu'on peut commencer avant et surtout, rendez-vous compte, c'est quand même cool, on a réuni 300 000 euros presque en quelques jours quoi, en 2 mois et quelques. Ça vaut vraiment, c'est important que les gens voient ça avant de voir le fait, que oui, bah, par rapport à l'échelle d'un milliard, c'est pas grand-chose. C'est clair, c'est pour ça qu'on avait envie aussi d'en parler aujourd'hui aussi dans Stimator, en plus de ton parcours riche en anecdotes. Et du coup, je me posais la question en ce moment avec les événements liés au confinement, au Covid, euh, est-ce que ça impacte un peu ce que vous avez prévu? Est-ce que ça va plus vite, que ça va moins vite? Quel est ton constat un peu là-dessus par rapport un peu à l'actualité Bah, à ce en fait, niveau-là? on est pas mal limité sur tout ce qui est juridique et tout ce qui est, pas comptable, mais enfin toute la partie, en fait, toute cette partie-là, tout est à l'arrêt, en fait, donc on peut pas avancer là-dessus, c'est un peu handicapant, c'est vrai. Par contre, on n'a pas constaté de gros freins du côté communautaire ou du côté, investissement. Même au contraire, on a des gens de plus en plus badass qui viennent, donc c'est plutôt cool. Donc je pense que le coronavirus nous impacte pas trop et même peut-être nous aide parce que les gens se rendent compte aussi que ce genre de pandémies, elles sont pas anodines, elles viennent pas de nulle part et c'est peut-être aussi, le rapport qu'on a à la nature qui crée ça. Donc Mm. il faut qu'on agisse et pour agir, ben, nous on peut faire partie de la palette des actions. Donc je pense que ça nous aide un peu peut-être. Yes, très clair. Ouais, puis les gens sont davantage chez eux, donc ils ont peut-être plus de temps aussi pour s'intéresser à ça, et puis même tout simplement pour enregistrer des vidéos, des témoignages, comme tu le fais avec l'équipe Growth, comme on le fait ensemble d'ailleurs. Complètement, ouais. Je t'ai mis en contact, Arthur, avec Alexandre Cormon, qu'on a eu précédemment dans un épisode sur Systemator. Mmh. Et c'est beau de voir que, encore une fois, bah, ce maillage, il se fait plutôt facilement et qu'on peut tous contribuer. Moi aussi, j'ai commencé à rejoindre l'équipe communication également, euh, bosser sur le contenu C'est une grande chance de occuper, t'avoir d'ailleurs, donc ouais, pour flouder Google. Euh, voilà quoi. ouais, non, mais c'est vrai que c'est touchant parce qu'on a vraiment, enfin, des personnalités qui sont très sollicitées, nous répondent très vite et sont partants. Tu vois, là, j'ai raccroché avec Chaka Ponk, enfin et les mecs nous font une vidéo, quoi. C'est Mm. Waouh, ça fait excellent. plaisir, C'est quoi énorme. C'est énorme. et il faut rien faire, quoi. Juste leur dire: «Bah, voilà les gars, nous on fait ça.
en fait, on n'y gagne rien personnellement parce qu'on ne se paye pas. On a pris le plus gros risque de notre vie parce qu'on a arrêté toutes nos activités pour faire ça et Mmh. heu et on y croit et on va le faire et en fait, je pense que c'est ça aussi qui va faire qu'on y arrivera, c'est que c'est un projet qui est vraiment basé uniquement sur le sens et sur une grosse maturation de notre, Ouais, ouais, et en ouais. fait, on a vraiment changé un truc, c'est que maintenant, on met plus nos projets au service de notre ego, on met vraiment notre ego au service d'un projet et je crois que ça change beaucoup de choses. Magnifique. Tu me l'avais bien expliqué au téléphone Mmh. et bon, on en reparlera évidemment peut-être dans un prochain épisode, si on a l'occasion d'inviter aussi Mehdi ou d'autres cofondateurs ou membres de l'équipe Time for the Planet, j'aimerais bien. Avec plaisir, je pense que Mais tu seras t'inquiète ravi. pas, j'ai pas oublié en tout cas pour la vidéo Arthur, heu, à enregistrer et ouais, il y a cette idée en fait d'état d'esprit infini dont je t'avais parlé déjà au téléphone. Mmh mh. On en avait parlé aussi dans un épisode avec Seb, The Infinite Game, le livre de Simon Sinek Ouais, que j'ai lu, enfin que j'ai écouté plutôt le livre audio. Mais il y a vraiment cette idée de toujours vouloir plus. Donc il y a cette idée de enfin, viser une croissance et une richesse, un enrichissement infini dans un monde qui est fini en termes de ressources physiques. Mais finalement, les personnes qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire la plupart des leaders du monde d'aujourd'hui et des chefs d'entreprise, ils sont dans un mindset euh, fini dans le sens où eux, ils veulent leur truc pour eux et ils sont prêts à être enterrés avec tous leurs millions ou leurs milliards, tu vois. ce Mais serait le plus riche du euh, cimetière. c'est un peu le paradoxe, c'est que ils veulent une croissance infinie, mais ça, c'est avoir un mindset fini. Parce qu'avoir un mindset infini, c'est faire en sorte que de faire tourner la balle encore, que la balle passe de main en main, en se disant un jour je vais mourir, donc autant que je passe le ballon avant, je garde un petit peu évidemment quand même pour moi, mais je le passe pour que on puisse le plus longtemps possible euh, perpétuer la vie sur Terre tout simplement quoi, et dans les Complètement, meilleures ouais. conditions. Bah, c'est l'altruisme à son paroxysme, hein. Ouais. C'est pas évident d'arriver à ça. Je pense que c'est une étape de la vie, il faut une certaine construction, mais on a tout orienté pour qu'on arrive le plus tard possible à cette étape, donc c'est un peu dommage. Je pense que des mecs comme Gandhi ou le Dalai Lama, ils étaient à cette étape-là, largement. Ouais, ouais, Mmh, mmh, mmh. ouais. Mais bon, Mais c'est voilà, vrai que on c'est est systémique gentil. en fait, dans le sens où je pense que même si tu es quelqu'un qui tourne plutôt bien, investi dans pas mal de boîtes et tout ça, et que tu as cette conscience-là, t'es pas tout seul à investir dans les boîtes. Donc forcément, tu peux pas vraiment te dresser face à tout le monde qui veut un peu ce côté aussi rentabilité là-dessus. Enfin, fédérer un peu cet état d'esprit-là est peut-être assez compliqué, surtout que une bonne partie des gens qui investissent, j'imagine, sont dans les boîtes, sont des gens un peu d'ancienne génération et peut-être certains qui ont moins confiance ou des fois sont climato-sceptiques ou ce genre de choses. Donc, ça va pas être évident non plus, quoi. Ouais, mais je crois que, aucune vie, ne devient exceptionnelle par accident et souvent, c'est dans ces moments-là où tu fais le choix de te confronter et d'assumer une position que les choses, changent pour toi et que tu avances et qu'en fait tu peux devenir le leader d'un nouveau mouvement et je crois que, bah, ouais, c'est sûr, toute la sphère économique, elle s'en fout, de l'écologie et pour l'instant elle est pas trop concernée, quoique ça commence à changer. Mais si personne commence à montrer la voie, ben, on s'en sort pas, quoi. Clairement. Donc, c'est sûr qu'il faut à un moment, se mettre en opposition et puis il y a des gens incroyables comme Greta Thunberg qui l'ont bien montré, hein. Mm. Ouais, l'idée, c'est d'être le premier à applaudir. Quand tu es le premier à applaudir, C'est ça, bah, parfois ça se suit pas, et puis parfois ça suit, et toute la salle applaudit. c'est ça, mais Et je quand, crois quand quelqu'un est en oui, aujourd'hui, on arrive à un stade avec le Covid-19 et tout ce qui se passe, où justement, euh, c'est latent, quoi. Les gens vont avoir l'applaudissement facile et vont pouvoir facilement suivre parce qu'on se rend compte que ça nous touche. Tant que ça nous touche pas personnellement, on se rend pas compte aussi. Tant que c'est pas nos enfants ou nos parents qui crèvent à l'hôpital, on s'en fout. c'est sûr. Mais c'est le gros problème du changement climatique, c'est qu'il y a un mec qui a fait un super, livre là-dessus qui s'appelle «Le bug humain» et qui parle du striatum, qui est une partie de notre cerveau, qui est une partie primaire de notre cerveau et il montre que le striatum, c'est, la partie, on va dire, rationnelle et en fait, la conclusion du truc, c'est que quand on était, dans, la savane, je sais pas comment on peut appeler ça, mais à l'époque, il y a Préhistorique, ouais. ouais, La voilà, chasse. on était récompensés chaque fois qu'on prenait des décisions, qui avaient vraiment du sens pour nous et en fait, ces décisions-là, souvent, elles étaient, tournées vers, la surconsommation. Je prends un exemple, mais quand tu tuais une bestiole, il fallait que tu la manges très, très vite parce qu'il y avait les hyènes qui arrivaient, parce qu'il y avait les vautours qui arrivaient, Mm. parce que tu savais pas si tu allais pouvoir en garder parce que même tes collègues, ils allaient te la bouffer et donc du coup, notre cerveau a appris à nous récompenser pour qu'on se goinfre, parce que ça nous permettait de survivre le plus possible et Mm, ça, c'est un mm. truc qui existe même sur l'information. Il l'explique très bien dans le livre, mais
Si tu vois une trace de pas d'un animal dans la forêt, eh ben, tu as deux choix. Soit c'est une proie, tu vas pouvoir manger, soit tu t'es trompé et en fait c'est un prédateur, il va te tuer. Et ça, c'est hyper fort. Le striatum, il s'est mis à nous récompenser avec une sécrétion de dopamine chaque fois qu'on faisait les bons choix. Et il emmène vers donc cette surconsommation d'informations, de sexe, de nourriture, etc. Donc on est habitué à surconsommer. Et puis ensuite, on est arrivé dans un monde où on a commencé à créer des choses, inventer. C'est le cortex, c'est la deuxième partie de notre cerveau. Donc là, c'est la partie intelligente. Et en fait, cette partie-là, elle nous a mis dans un hyper confort où on est capable de faire de l'agriculture, de faire de l'élevage. Et en fait, ça a fait de la surproduction, ce qui fait que là, aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent d'obésité que de malnutrition. Et Et ouais. ça a un lien direct avec le climat et les problèmes qu'on a aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à concevoir le changement climatique. On est dans une logique de boulimie totale, et on ne peut pas freiner notre civilisation et sa logique boulimique, parce que notre cerveau a toujours fonctionné comme ça. Et c'est très difficile pour lui de se dire, Mmh. il faut qu'on apprenne à se restreindre, il faut qu'on aille à moins qu'à 100 à l'heure, il faut qu'on soit un peu plus posé. Le cerveau n'est pas fait comme ça, donc c'est très Bah, difficile. exactement, on a un cerveau complètement archaïque, effectivement, qui est beaucoup conditionné par la gratification instantanée, comme tu viens de le dire, Complètement. alors qu'on a des technologies à côté de ça, futuristes, enfin, qui sont ultra avancées. Et finalement, quand tu mets les deux ensemble et tu vois que, effectivement, dans les supermarchés, même à l'époque du confinement, oui, on est toujours dans l'abondance, même s'il n'y a plus de PQ un jour, le lendemain, ça arrive. Bien sûr. Le problème, c'est qu'effectivement, on est toujours câblé pour pallier le manque, anticiper, et être toujours dans cette abondance qui est néfaste et qui fait que on court à notre propre perte aujourd'hui. En tout cas, si on continue à ne rien faire. Je sens qu'on pourrait en parler pendant des heures, les gars, mais Des heures, c'est c'est clair. trop Effectivement. intéressant, je trouve. Alors, on va couper là, mais effectivement, un tout grand merci Arthur pour Merci à ces vous. choses et bravo encore pour cette initiative. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans quelques temps. Peut-être que vous pourrez venir à À plusieurs plusieurs. de Times Force the Planet pour nous parler un petit peu de l'avancée, qu'est-ce que vous faites. C'est un sujet qui est quand même assez important et c'est à cœur de contribuer comme on peut à essayer Plaisir. de parler un petit peu de vous à notre modeste échelle. Et voilà, on va passer au truc de la semaine. Avant tout, n'oubliez pas que vous pouvez mettre des évaluations sur la plateforme de podcast que vous utilisez, notamment Apple Podcast. Vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre des avis. Des fois, on les lit quand on a des nouveaux et voilà, on en parle. Vous Et les puis, lisez n'hésitez pas à en systématiquement, les gars. partager. C'est ça qu'il faut Oui, dire. voilà, on les lit systématiquement au bout d'un moment. Mais en général, on regarde quand même assez régulièrement quand il y en a. Parce qu'on n'a pas de notification. Les podcasts, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu plus compliqué. Par contre, quelque chose qui a de l'impact aussi, c'est de partager le podcast à vos amis, à des gens qui écoutent des podcasts, ou alors même, encore mieux, initier des gens au podcast. Parce que le podcast, finalement, on peut l'écouter dans plein de moments différents de sa journée, comme par exemple, il y en a qui écoutent sous la douche, d'autres en faisant la vaisselle, d'autres, j'allais dire, sur les trajets, mais bon, pour le moment, un peu compliqué. Mais tout de même, voilà, c'est un En bon faisant du moyen de sport, etc. contribuer. Effectivement. Faites-le pour la planète, les amis. Exactement. C'est bon, on a maintenant l'étiquette. Tu vois, Systemator Green un peu, tu vois. Et du coup, on va pouvoir utiliser cet argument pour avoir plus de partage. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Que, Allez, on que, passe que, au truc que, de la que, semaine. tout- que tous les mégabytes pour cet enregistrement soient rentabilisés. Voilà. Exactement. Allez, on passe au truc de la semaine. Alors, Arthur, quel est ton truc de la semaine? Eh ben, écoutez, mon truc de la semaine est assez simple. Du coup, je passe mon confinement à la campagne. Et en fait, je me suis fait un petit constat cette semaine, c'est que je me suis dit, on a construit les villes à des vitesses démentielles, effrénées, parce qu'on voulait répondre à une problématique encore de performance. Et en fait, on n'a pas du tout construit les villes pour qu'on puisse y vivre bien. Et ça, c'est un constat qui est flagrant, je trouve, avec le coronavirus. Euh, Toutes les personnes qui sont à la campagne vivent 1000 fois mieux le coronavirus que les gens qui sont à la ville. Et je pense que ça doit re-questionner un petit peu toute notre logique dans la façon dont on urbanise. Moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis vraiment dit, en fait, on a fait n'importe quoi quand on a construit les villes. Et il y a pas c'est très compliqué d'avoir mis des arbres, d'avoir mis des espaces verts, mais aussi d'avoir créé une atmosphère où on se sente bien, même quand on est chez soi. Dans une ville, on se sent oppressé, et en fait, les gens là, ils tournent en rond, ils sont en train de péter un câble. Je pense que ça doit re-questionner toute cette notion d'urbanisme. Voilà, c'était beaucoup ma réflexion de la semaine.
Est-ce que le problème, c'est pas la vie en appartement finalement, et c'est un peu ce que tu veux dire ou? Moi, ce que je veux surtout dire, c'est on a urbanisé très vite, à l'ère industrielle justement, heu, sans réfléchir au bien-être et on n'a jamais eu trop à y réfléchir parce qu'on était dans une espèce de tornade totale où on allait de plus en plus vite, de plus en plus vite, on faisait des villes de plus en plus grandes, des buildings de plus en plus hauts, parce qu'on n'a jamais été confronté à un vrai problème comme celui-là, qui est un vrai problème social. Et là, tout d'un coup, on se retrouve, à devoir vivre les villes dans une autre situation, qui est une situation qui peut arriver régulièrement et on se rend compte que mais rien n'a été fait pour qu'on on les vive bien ces villes. Donc voilà, je trouve que ça soulève encore des débats qui pourraient durer des heures, donc on va pas se mettre dedans, mais tout ça pour dire que on se rend compte quand même que l'urbanisme n'est pas du tout pensé en cas de crise, quoi. Ouais, clairement, et c'est vrai que il y a je pense vraiment, j'espère vraiment qu'il y aura un après, en fait, à cette crise, et qu'on repensera à pas mal de choses, à ce niveau-là, parce que, bah, on se rend compte, c'est flagrant les limites, qui arrivent lorsque tu vois que, finalement, un virus peut contraindre tout le monde à rester chez soi dans le monde entier, quoi. Enfin, c'est j'aurais jamais cru ça possible, en fait, et au tout début, je me souviens que, dès le départ du confinement, j'avais du mal à réaliser que c'était vrai et que tout le monde était chez soi et que, dans la théorie, personne ne devait sortir, quoi. Mais quelque part, c'est quand même magnifique parce que ça veut dire qu'on est capable de collaborer à l'échelle mondiale pour se protéger en tant qu'espèce et pour, Mmh. aller vers quelque chose de bienveillant. Parce que, entre la grippe espagnole et la peste noire qui te décimait 50 de la population et le Ouais, coronavirus, on a quand même une gestion qui nous protège vachement plus là. bien sûr. C'est clair, et on en avait parlé un peu dans un épisode, mais c'est vrai que c'est un peu la première fois où le monde entier est confronté à un problème, très réel, très tangible, et que tu vis justement, bah, comme on disait un petit peu tout à l'heure, mais dans l'instant, et qui concerne tout le monde, quoi. Ouais, bah, nous on en a parlé aussi un peu sur Time for the Planet, mais pour nous, cette crise, elle peut être soit une catastrophe et c'est tout, soit ça peut être, une catastrophe, mais aussi le déclencheur d'un nouveau mode de pensée, d'un nouveau mode de fonctionnement, d'un nouveau mode de vie et ça serait fabuleux donc je te rejoins sur l'avant et après. Clairement. Et je vous Ouais, rejoins aussi les gars sur l'avant et après. Oui, mon truc de la semaine, bah, justement, je vais y venir. Et je vous rejoins sur l'avant et l'après en disant que c'est à nous de le créer, quoi, justement. L'après, c'est à chacun de. Il y aura un après si chacun se prend en main et force de proposition. Euh, et justement, tu parlais du bien-être, tu m'as fait un super pont de transition. Le bien-être à la campagne, mais il y a aussi le bien-être à l'intérieur de soi. Et ça, je le cultive notamment avec des sessions de sophrologie. Et j'ai fait ma meilleure session de sophrologie, les gars, cette semaine avec une amie de fac qui s'appelle Anaïs Guyot, j'embrasse au passage. Elle est géniale, cette femme. Et en ce moment, elle fait un podcast justement en mode confinement avec ses deux enfants et son mari à côté. Euh, et euh, et on fait un échange de services. Moi, je l'aide au niveau de la productivité dans son travail. Et puis en contrepartie, elle me propose des séances de sophro. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sophrologie, en tout cas pour vous qui nous écoutez. C'est l'art de trouver l'équilibre entre l'inconfort et le confort par des méthodes de respiration, notamment de visualisation, afin de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Donc ça touche voilà, un petit peu à la méditation, ce qu'on pourrait appeler le yoga au sens large. Et hier, on a fait une session où elle m'a fait visualiser ma vie dans 10 ans, ou plutôt une parcelle de ma vie. Et je me suis visualisé dans un engin du futur qui est déjà en cours de création, qui s'appelle Skyway, le projet. J'en profite pour placer ça là aussi, qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu comme un téléphérique, si vous voulez, ou on pourrait dire comme les œufs, vous savez, qui sont accrochés par le Mmh. haut sur des rails, et ça va à 500 km/h. Et ils ont déjà commencé à en construire aux Émirats Arabes Unis. Et le truc est hyper puissant, pareil, c'est un projet vraiment énervé. Il y a peut-être un truc à faire avec Time Force the Planet. Et donc, je me suis visualisé là-dedans, et j'étais parfaitement serein et en paix. Et, euh, enfin, en fait, l'engin passait au-dessus d'une colline verdoyante en reliant un pays à un autre. Et c'était vraiment en mode, ouais, le monde va mieux et on a réussi à inverser la courbe. Euh, mais ça commence justement à l'intérieur. C'était ça, en fait, la leçon, c'est que ça commence par gagner la guerre interne qui fait rage dans chacun de nous. Et je laisse la parole à Seb pour son truc de la semaine qui est aussi haut en couleur, il me semble.
Ouais, alors il est un petit peu moins noble, hein, mais moi j'ai relancé un petit peu ma chaîne YouTube. Là, j'ai commencé un coaching avec Victor Ferry, qu'on a eu la chance d'avoir sur Systemator il y a quelques semaines. Victor qui a une chaîne qui parle de rhétorique et qui a bien cartonné en 6 mois. Et du coup, on a commencé un travail où il m'a aidé un petit peu à me relancer, à choisir des bons sujets et à réfléchir un petit peu à comment développer son message, sa philosophie, les choses qu'on veut amener aux gens quand on crée du contenu. Et il m'a dit, bah écoute, euh, pourquoi ne pas faire une vidéo sur Didier Raoult, parce que c'était quelqu'un qui était inconnu il y a quelques temps et qui aujourd'hui, en quelques semaines, est devenu un peu sur toutes les lèvres, en tout cas dans le monde médiatique et politique. Donc Didier Raoult, si vous êtes un peu resté confiné sans télévision, sans actualité, c'est quelqu'un qui explique avoir trouvé potentiellement un remède à base de chloroquine pour le coronavirus. Et j'ai fait cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps. On l'a fait avec toute l'équipe Somolto. Et bah, assez surprenant, je sors la vidéo, je crois que c'était le lundi soir euh, à quelque chose comme 19h. Et on venait vraiment d'être lessivé, quoi. On était lessivé, on a fini la vidéo un peu à la dernière minute. On a pris beaucoup de temps dessus. On la sort. Je me dis, bon, je ferai la com demain. Au bout d'une heure, je vois 150 vues. Je fais, oh, ok, c'est cool, parce que ma chaîne YouTube étant toute petite, ayant 150 abonnés, je fais, est-ce que tout le monde l'a regardé une fois ou quoi? C'est très rare, c'est pas possible. Et puis le lendemain, je me réveille et je vois 2500 vues. Et du coup, je fais, ok, c'est cool. Je ne pensais pas que ça marcherait autant. Et puis la vidéo s'est pas mal emballée comme ça. Et là, aujourd'hui, elle est à peu près à 7000 vues. Et ça m'a fait penser ce que j'avais vécu l'année dernière sur notre chaîne YouTube, sur le jeu vidéo Hytel. Et on avait créé la communauté sur Hytel FR, dont on parle souvent dans Systemator. Et ouais, il y a vraiment eu ce côté un peu contagieux. Et la vidéo parle de marketing viral. Et finalement, elle est devenue virale, en tout cas à mon échelle. Donc voilà, j'ai envie de partager un petit peu ça. Si ça vous intéresse de la voir, elle est sur la chaîne YouTube Sébastien Boer Somolto. Yes. Donc voilà, c'était mon petit succès, donc j'avais envie de vous le partager. C'est très cool, hein, On 7000 aura vues parlé en buzz 6 mois aujourd'hui, les sur gars. YouTube, ça peut vite Mm. monter à 100 000. Hein. Ouais, on va voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est j'ai analysé un petit peu comment cette personne qui était finalement assez connue dans un milieu niche, le monde de la santé et de la médecine, a pu tout d'un coup sortir un peu du lot avec plusieurs éléments et mécaniques du marketing viral. Et j'ai relié ça aussi avec une autre vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an sur les gilets jaunes, parce que c'était assez intéressant aussi finalement, parce que les gilets jaunes, ils ont ils ont utilisé beaucoup de mécaniques du marketing viral sans forcément trop s'en rendre compte. Hein. Quand on fait de la viralité, je crois qu'Arthur, c'est un peu d'accord là-dessus. Au début, tu sais pas trop ce que tu fais et ça prend. Et en fait, a posteriori, quand tu réanalyses, il y a certaines choses, tu peux te faire ah ouais, peut-être que c'est en partie grâce à ça. Et du coup, ça montre qu'en fait, le marketing, qui est un peu comme l'entreprise que tu disais, cette idée où c'est un petit peu sale, c'est quelque chose pour manipuler les gens. Moi, je pense que le marketing, c'est des outils. C'est des choses, voilà, c'est des pouvoirs qu'on peut obtenir, entre guillemets. Et à toi d'en faire ce que tu en veux, à toi de faire des choses bien si tu as envie de faire des choses bien, à toi de les gérer pour ton profit si tu as envie de faire du profit. Mais voilà, c'était un petit peu ce que j'ai envie de partager et ce que j'ai envie de partager en tout cas sur cette chaîne. Complètement d'accord. Magnifique. Bah, belle conversation, messieurs. Hein. Cet épisode était énervé. Ouais, bah, je crois que Arthur, tu gagnes le prix l'épisode le plus long pour le moment, c'est toi. C'est toi qui as la plus grosse, Félicitations. Arthur. C'est toi qui as la plus Je grosse. suis pas sûr que le fait que ça soit le plus long soit forcément le mieux, mais en tout cas, bon, ok. Ça me va. En tout cas, c'était Ah, très et intéressant. franchement, ouais, c'était bien. Ouais, c'était super. Un tout grand merci. Merci à vous, les gars, vraiment. Si vous voulez contribuer à Time for the Planet, on vous mettra le lien du site dans les notes de l'épisode. En tout cas, vous pouvez retrouver tout ça. Bah, faites une petite recherche, vous allez trouver assez facilement. Le site, c'est time-planet.com, planète sans E à la fin en anglais. Voilà, et vous aurez toutes ces informations-là et n'hésitez pas à les contribuer à votre échelle, évidemment. Yes, et au plaisir de faire un prochain épisode sur Time for the Planet 2 en mode Le évolution. retour. Yes. Avec plaisir. Et merci à vous qui nous écoutez. Hein, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes vraiment de bons auditeurs ou alors que ça vous a intéressé de ouf. Et tant mieux. C'est ça. Merci à vous pour votre fidélité. Merci Wesley, merci Arthur. Et on se dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.